Bonjour à tous, c'est Armon Sensei. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire incroyable de Fire Force, écrite par Atsushi Okubo, auteur également du très apprécié Soul Eater. Nous suivons Shinra Kusakabe, 3ème génération, jeune recrue de la 8ème brigade de Fire Force. Il est accueilli par le capitaine Akitare Obi, ainsi que le commandant Takehisa Inawa. Il y a également Maki, une nana plutôt musclée, ainsi qu'une religieuse, Iris. Fire Force est tout simplement une brigade de pompiers, mais il y a une particularité dans leur monde, c'est que les gens redoutent une mort, celle de la combustion humaine. Un jour, des gens dans le monde entier ont commencé à prendre feu. C'est ce qu'on appelle la première génération. Puis il y a eu la 2e et 3e génération, où certains sont parvenus à contrôler ce feu. Maki et Takehisa sont de la 2e génération. Ils peuvent contrôler le feu, mais pas entrer en combustion, contrairement aux 3e génération, comme Shinra. Le capitaine Obi, lui, n'est qu'un pompier ordinaire, et Iris une bonne sœur qui prie pour la paix de l'âme du défunt. La 8e brigade est appelée pour s'occuper d'une torche humaine. Une fois sur les lieux, les flammes couvrant le bâtiment rappellent des souvenirs terrifiants à Shinra, la mort de sa mère et la disparition de son frère Sho. Tout accuse à l'époque Shinra d'avoir mis le feu à sa propre maison sans faire exprès, mais lui est persuadé d'avoir aperçu une ombre à travers les flammes. Une fois l'incendie maîtrisé, il se souvient également de la présence d'une personne de la première brigade de Fire Force, mais dont il ne connaît pas le nom. Il reprend ses esprits et parvient à éliminer la torche humaine présente dans la maison. Après cet événement, un autre nouveau membre arrive à la 8ème brigade, Arthur Boyle. Shinra et lui se connaissent depuis l'école des pompiers et ne peuvent pas se blairer. Le commandant Inawa souhaite voir de quoi ils sont capables et leur donne pour adversaire Maki. Ils se font laver en 2 secondes, c'est bon? Après ça, une alerte à la torche humaine leur est transmise, ils se rendent à une résidence où la torche est localisée dans le salon. Arthur s'en occupe, mais le plafond menace de s'effondrer. Le commandant demande donc à tout le monde de sortir de la maison. Ce feu semble inhabituel, mais aucun indice n'est trouvé expliquant ce départ de feu. Après quoi, le tournoi des jeunes recrues prend place, mélangeant toutes les brigades. Shinra et Arthur y participent, mais avant le début, Shinra trouve le pompier qui était présent lors de l'incendie qu'il a vécu enfant. Il s'agit du capitaine de la première brigade, Leonard Burns. Il lui demande s'il sait quelque chose sur cet incendie. Mais il semble ne pas vouloir discuter davantage avec lui, ce qui laisse présager à Shinra qu'il sait quelque chose à ce sujet. L'épreuve commence. Elle consiste à venir au secours de personnes en détresse, puis de rejoindre l'un des membres de brigade jouant le rôle de la torche humaine. Une fois lancé, Shinra tombe sur un homme mystérieux, Joker, à l'intérieur du bâtiment qui semble détenir des informations sur l'incident ayant tué sa mère. Il lui apprend que son jeune frère Sho est toujours en vie. Shinra est choqué de cette révélation et ne croit pas un mot de ce qu'il raconte. Malheureusement, l'apparition d'Arthur et Maki met fin à leur discussion, l'homme mystérieux s'en va. Shinra se pose encore plus de questions qu'auparavant, surtout sur les membres de la brigade Fire Force. Le tournoi des nouvelles recrues est alors interrompu. Le capitaine Obi explique à Shinra que certaines brigades sont dépendantes d'autres autorités. La première par exemple est principalement sous l'autorité de l'église, la 2e sous l'autorité militaire, et la 5e sous Aijima, la société qui crée tout le matos de la Fire Force. La 8e brigade est une brigade qui veille sur les autres brigades. Elle a été conçue pour découvrir les informations qu'elle possède, particulièrement en ce qui concerne la vérité derrière la combustion humaine. Soudain, une torche humaine est localisée dans un tribunal, sa particularité est qu'elle a gardé sa conscience. Le commandant Inawa demande à Shinra et Arthur de se pointer le plus vite possible sur les lieux. Grâce à sa capacité à voler dans les airs, Shinra arrive rapidement en compagnie d'Arthur sur son dos. Ils sont bien plus forts que la torche humaine, mais elle prend la fuite dans les airs, alors Shinra s'en charge, étant le seul capable de le suivre. Une fois la torche humaine posée, Shinra ne met pas longtemps à le rejoindre et il s'avère bien plus puissant que lui. Mais Ibana, capitaine de la 5ème brigade, s'interpose. Elle souhaite s'occuper de la torche humaine personnellement afin d'y mener des recherches, mais Shinra s'y oppose. La matchbox de la 8ème brigade arrive et le capitaine Obi demande à Shinra de laisser tomber. Il ne préfère pas s'embrouiller avec une autre brigade. Le commandant Inawa avertit Shinra que la capitaine de la 5ème brigade, Ibana, travaillait pour la société Aijima avant d'obtenir le poste de capitaine. Son passé est encore très flou. Le soir, Maki ne parvient pas à mettre la main sur Sœur Iris. Elle est introuvable. La 8ème brigade pense que la 5ème brigade est derrière cette disparition, alors tout le monde s'y rend avec la matchbox. Une fois sur les lieux, le commandant Inawa demande à Shinra de partir en éclaireur à la recherche d'Iris, pendant que lui et Maki s'occupent des hommes présents dans la cour. Iris se trouve bien ici, elle est partie demander à la princesse Ibana d'arrêter les expériences sur les torches humaines.
Ils vont notamment faire face aux Angel 3. Bon, les Angel 3 sont nuls à chier et se font battre rapidement. Quant à Arthur, il tombe nez à nez face à la torche humaine volée par la 5ème brigade plus tôt. Mais cette dernière voit sa puissance augmenter après avoir reçu de la drogue créée au sein de la 5ème brigade par l'un de leurs hommes. Arthur rencontre des difficultés face à elle jusqu'à ce qu'il finisse par se rendre compte qu'il tient son épée de la main gauche alors qu'il est droitier. Après cette rectification, il découpe la torche humaine en un coup. De son côté, Shinra arrive à la salle où se trouvent Hibana et Eris. Hibana augmente la température de Shinra pour dilater les veines, afin que sa pression sanguine diminue pour ne plus apporter l'oxygène à son cerveau. Dès lors, il tombe dans les pommes, mais Shinra lutte de toutes ses forces pour se relever. Hibana utilise alors une autre technique, elle envoie des fleurs de feu dont les pétales brûlent au contact de la peau. Iris ne comprend alors pas comment Hibana a pu changer à ce point. Toutes les deux appartenaient à la même abbaye. Elles priaient quotidiennement Dieu, mais tout cela a changé lorsqu'un jour l'abbaye a pris feu. Hibana, qui était la moins pratiquante de toutes les sœurs, prouve qu'il ne sert à rien de prier puisqu'elle a été épargnée au détriment des autres sœurs. Malgré les attaques encaissées, Shinra tient bon à la grande surprise d'Hibana. Il se rue sur elle et lui fout un coup de poing à la figure qui lui fait perdre légèrement connaissance. À son réveil, elle se trouve aux côtés d'Iris qui parvient à la remettre sur le droit chemin. Shinra à son tour lui demande de lui faire confiance pour qu'il devienne le héros sur qui elle peut compter désormais. N'étant pas une spécialiste du combat, Hibana refuse de poursuivre le combat davantage avec lui. Pour ne pas ébruiter l'affaire jusqu'au supérieur, la 8ème et 5ème brigade décident de se réunir et d'organiser une petite bouffe comme ça tous ensemble. Le grabuge causé est le résultat d'exercices mis en place pour tester les brigadiers. Pas con. Hibana confie ses recherches au capitaine Obi de la 8ème brigade et lui révèle que des torches humaines sont créées par l'homme, dont beaucoup proviennent de la zone de la 1ère brigade, dirigée par le capitaine Barnes. Depuis, le capitaine Hibana rend régulièrement visite à la 8ème brigade pour voir Shinra, mais aussi partager ses informations avec le capitaine Obi. En parlant de lui, il finit par trouver une idée pour infiltrer la 1ère brigade. Utiliser le droit aux nouvelles recrues de postuler pour une autre brigade s'ils ne sont pas convaincus par la leur. Le capitaine y envoie alors Shinra et Arthur. Pour rendre le plan plus subtil, Hibana envoie de son côté Kishiri. Juggernaut, un membre de la 2ème brigade dirigée par le capitaine Honda, est aussi envoyé. Une fois tous arrivés au QG de la 1ère brigade, ils sont sous la responsabilité des 3 commandants du capitaine Barnes, à savoir Reka, Karim et Lee. Mais notre cher Shinra ne tient pas en place et souhaite se mesurer face au capitaine Barnes pour une raison bien précise, il compte lui poser une question s'il parvient à le vaincre. N'y voyez pas un duel personnel ici, mais une démonstration des talents des jeunes recrues. Le premier à passer est Juggernaut, la recrue de la 2ème brigade. Il déteste les flammes et est entré au sein de la brigade de Fire Force pour trouver un moyen d'éteindre ces flammes. En gros, il ne maîtrise pas son pouvoir. Face à lui se trouve le commandant Reka. Il esquive toutes ses attaques qui finissent derrière lui, mais Karim, un autre commandant, parvient à les absorber avec son instrument de musique pour les recracher en glace. Il utilise en fait le principe de réfrigération thermoacoustique qui transforme la chaleur en son, puis le son en air froid pour faire simple. Kishiri ne souhaitant pas se battre, c'est au tour de Shinra et d'Arthur de se mesurer face au capitaine Barnes. Le combat est vite plié, puisqu'un coup chacun, à leur maximum, ne parvient pas à blesser le capitaine qui les repousse aussitôt. Après cette petite démonstration, Tamaki se charge de les emmener à leur dortoir. 5 jours s'écoulent depuis leur arrivée. Soudain, une alerte à la torche humaine retentit. Juggernaut part avec le commandant Reka, Kishiri le commandant Lee et Shinra Arthur avec le commandant Karim. Sur le chemin, Karim annonce qu'il y a 5 torches humaines à déclarer. Ça fait beaucoup pour une simple coïncidence. Est-ce là l'œuvre de la personne qui crée les torches humaines? Karim et ses hommes s'occupent de gérer les torches humaines et demandent à Shinra et Arthur d'observer uniquement. Mais Shinra aperçoit une main injectant un insecte dans un civil pour le transformer en torche humaine. Pas le temps de réfléchir, il fonce dans sa direction et finit par atterrir sur Karim et Reka qui se trouvent dans une impasse. Pas de doute possible, l'un des deux hommes est le coupable de la création des torches humaines. De retour au QG de la 1ère brigade, Shinra fait part de ce qu'il a vu à Arthur. Vu qu'il s'agit soit de Karim, soit de Reka, ils décident tous deux de pénétrer dans la chambre de Karim en premier. À l'intérieur, ils trouvent un flacon contenant l'un des insectes qu'a aperçu Shinra. Au même moment, le commandant Karim arrive dans sa chambre, il comprend que Shinra et Arthur enquêtent sur l'affaire des torches humaines artificielles. Lui aussi enquête d'ailleurs sur cette affaire. Il a trouvé cet insecte sur le lieu où plusieurs enfants se sont enflammés. Après ce qu'a vu Shinra, tous les 3 sont persuadés que le fautif est Reka. Ils partent immédiatement à sa recherche, et c'est Shinra qui parvient à le localiser en premier, et se trouve dans un bâtiment abandonné avec plusieurs enfants et Tamaki. Cette dernière a été utilisée par ses soins afin d'attirer les enfants à lui sous prétexte qu'il peut empêcher les gens de se transformer en torches humaines.
Une fois ses cobayes rassemblés, il n'a plus qu'à utiliser ces insectes pour tester leur compatibilité avec la flamèche, la Dora Burst. Tamaki refuse qu'il tue des enfants innocents juste pour mener à bien ses expériences, alors Rekka n'a pas le choix que de la supprimer. Shinra surgit du ciel pour l'empêcher d'agir en lui balançant un violent coup de pied au plein visage. Le combat s'engage alors entre nos deux hommes et les échanges sont percutants des deux côtés. Tout à coup, Rekka aperçoit l'un de ces insectes réagir face aux flammes de Shinra. Pour lui c'est sûr, il est la troisième personne que recherche le grand prédicateur, celui qui possède la Dora Burst, la flamme à l'origine de la combustion humaine. Elle serait l'unique flamme pure descendant du dieu soleil lui-même. Shinra ne compte pas le laisser agir comme il l'entend, il utilise toutes les parois du bâtiment pour se déplacer et exploser le visage de Rekka. Malgré qu'il a tout donné dans ce dernier coup de pied, Rekka se relève et lui confie même que le grand prédicateur compte rassembler les détenteurs de la Dora Burst pour transformer la planète en un deuxième soleil rempli de flammes uniquement. Le commandant Karim arrive juste à temps pour geler les bras de Rekka pour qu'il ne puisse plus agir. Soudain, un tir vient transpercer le torse de Rekka, le tuant sur le coup. Lee, en poussant Karim pour le protéger, se fait arracher son bras droit à son tour. Karim demande immédiatement à Shinra de créer un nuage de fumée pour empêcher toute visibilité à l'ennemi. Ils sont deux vêtus de blanc. Leur principal objectif était de supprimer Rekka, c'est chose faite, ils se retirent alors. Nos amis n'ont pas le temps de se reposer puisque un appel radio les prévient qu'une torche humaine énorme est apparue, ainsi que dans plusieurs secteurs concernés par les autres brigades. Une fois ces torches éliminées, le calme est de retour. Le stage des jeunes recrues se termine sur cet incident, Shinra retourne seul à la 8ème brigade, puisque depuis son combat face à Rekka, Arthur est introuvable. Quelques jours plus tard, ce dernier réapparaît sans la moindre explication. Le capitaine Obi est appelé à une réunion d'urgence, réunissant tous les capitaines de brigade. Il demande à Shinra de l'accompagner, puisqu'il a été témoin de l'apparition des hommes en blanc et de la création des torches humaines. Une fois sur les lieux, sont présents Barnes, capitaine de la 1ère brigade, Honda de la 2ème brigade, Dr Giovanni de la 3ème brigade, Aage de la 4ème brigade, Ibana de la 5ème brigade, Yang de la 6ème brigade, Benimaru de la 7ème et enfin Obi de la 8ème brigade. La réunion commence présidée par l'empereur de Tokyo, Raffles III. Benimaru, capitaine de la 7ème brigade, se fout royalement de tout ça et décide de partir tout simplement. Malgré cet affront, Raffles III poursuit la réunion et demande à tous les capitaines de se mettre à la poursuite de ce grand prédicateur qui est à la recherche de la Dora Burst. Il en profite pour expliquer à Shinra qu'il possède la Dora Burst lui-même, qui est la flamme la plus pure, utilisée notamment pour apporter l'énergie de toute la ville de Tokyo, connue sous le nom d'Amaterasu. Depuis l'incident impliquant Rekka au sein de la 1ère brigade, Tamaki a été renvoyé temporairement pour complicité involontaire. Le capitaine Obi l'a donc engagé dans sa brigade, le temps que la sanction lui soit levée. En quittant la réunion, Shinra tombe de nouveau face à Joker, l'homme qui est intervenu lors du tournoi des recrues. Il tient à l'aiguiller un petit peu pour féliciter sa progression en lui donnant un indice sur son frère Sho. Il se trouve qu'il est le chef des chevaliers de la flamme cendrée, autrement dit des hommes en blanc. En retournant à la brigade, Shinra et les autres membres fouillent les anciens dossiers à la recherche d'indices menant aux hommes en blanc. Le capitaine Obi, ainsi que le commandant Inawa, en profitent pour raconter comment la 8ème brigade s'est créée. Lors de leur rencontre, Obi n'était qu'un pompier ordinaire et Inawa était un soldat au sein de l'armée impériale de Tokyo. Un jour, Obi intervient sur les lieux où 2 torches humaines sont apparues. La 3ème brigade arrive sur les lieux, mais préfère s'occuper de la torche agressive plutôt que de l'autre, plus calme. Obi, comprenant qu'ils prennent du plaisir à chasser une torche active, décide d'aller seul s'occuper de l'autre torche pour apaiser son âme. C'est à ce moment que le soldat Inawa le voit faire et lui propose son aide. Ils parviennent à apaiser l'âme de la torche, puis Obi décide de créer une brigade spéciale Fire Force, dont le but déjà à l'époque est d'enquêter sur les autres brigades. Il embauche Inawa, et ce dernier fait entrer Maki, qui à l'époque était une jeune recrue au sein de l'armée impériale, elle aussi. Après avoir écouté cette histoire, Shinra décide de raconter tout ce qu'il sait à propos de Joker, ainsi que de son frère Sho, qui serait en vie du côté du grand prédicateur. Suite à cela, ils reprennent un vieux dossier où un homme vêtu de blanc s'était transformé en torche humaine. Une fois abattu, une croix rouge a été retrouvée, mais sa famille est vite venue récupérer le corps. Cette famille possédait une société qui existe toujours à Asakusa, le quartier de la 7ème brigade. Nos amis décident d'y faire un saut pour enquêter. Ils arrivent face au capitaine de la 7ème brigade Benimaru pour leur demander l'autorisation d'enquêter dans leur quartier. Ce dernier, qui est demandé pour s'occuper d'une torche humaine, leur demande de déguerpir à son retour. La façon de faire de Benimaru est très spéciale. Il casse énormément de maisons à chaque intervention pour donner de l'importance à la personne s'étant transformée en torche humaine avant de la délivrer définitivement. Une fois fait, il demande à tout le monde de reconstruire la rue détruite.
Shinra et les autres se proposent alors pour leur filer un petit coup de main. Deux individus en blanc se trouvent également sur les lieux et ont remarqué la présence de la 8ème brigade. Ils savent qu'ils sont venus pour enquêter à leur sujet. Dès lors, ils prennent l'apparence du capitaine Obi et du commandant Inawa, et clament qu'ils sont les fautifs de la transformation en torche humaine de l'un des habitants d'Asakusa. Le capitaine Benimaru, les ayant entendus, se met à leur poursuite pour les trucider. Bien évidemment, il s'agit d'une méprise, mais Benimaru refuse de les écouter, il les a très bien entendus. Après s'être débarrassé des membres de la 8ème brigade, il affronte le capitaine Obi, qui se débrouille pas si mal pour un pompier ne disposant d'aucun pouvoir. Mais Konro demande à Benimaru de se calmer et de les laisser s'expliquer. Il s'agit effectivement d'une méprise puisqu'ils étaient dans un magasin au moment des faits, en témoigne d'ailleurs le gérant du dit magasin. Benimaru accepte de leur laisser le bénéfice du doute et leur demande de ne pas quitter Asakusa le temps qu'il interroge les gens du quartier. Pendant ce temps, Konro, son bras droit, raconte à Shinra pourquoi le capitaine regrette de l'avoir mis dans cet état. Avant qu'il ne devienne une brigade spéciale Fire Force, leur village s'est fait attaquer par un nombre incalculable de torches humaines. Benimaru et Konro étaient à bout de force, mais soudain, un démon est apparu devant eux. Konro refuse de gâcher tout le potentiel de Benimaru, il l'envoie dans les roses pour qu'il se charge lui-même du démon. Lorsqu'il reprend connaissance, Benimaru aperçoit Konro à bout de force, dont le corps est en train de se carboniser en raison qu'il a utilisé trop ses pouvoirs. Depuis ce jour, il ne peut plus se battre et il a confié les rênes de la ville à Benimaru. Une fois cet incident passé, le capitaine de la 4ème brigade, Ege, vient leur faire une proposition. Devenir une brigade de la Fire Force. Évidemment, Benimaru refuse, mais Konro voit là une occasion de bénéficier de fonds ainsi que d'équipements pour protéger leur village. C'est ainsi qu'est devenu Benimaru le capitaine de la 7ème brigade. Dehors, dans les rues du village, c'est la discorde. Tous les habitants se mettent sur la gueule car un ennemi s'amuse à modifier leur visage pour créer des embrouilles. Il s'agit d'un certain Yona qui utilise la chaleur pour modifier les vaisseaux sanguins et obtenir le visage qu'il désire. Tout à coup, le village se fait attaquer par des tirs de sniper, comme la fois où le commandant Reka de la 1ère brigade s'est fait tuer. Shinra décide d'y aller, mais se fait surprendre par le sniper en question qu'il touche. Il se relève tout de même et fonce sur lui, mais un autre homme vêtu de blanc surgit pour le prendre par surprise. Il l'immobilise, laissant le temps au sniper de viser Shinra, mais Arthur arrive à temps pour parer la flèche envoyée grâce à son épée. Il se trouve que le sniper est en réalité une femme nommée Haro, et que l'homme costaud s'appelle Aran. Bien que Shinra et Arthur ont du mal à se coordonner, ils réussissent peu à peu à prendre le dessus sur leur adversaire. Si bien qu'Aran décide d'avaler un insecte pour se transformer en démon. Il est bien trop puissant pour Arthur ou même Shinra. Mais un phénomène surprend Haro, Shinra possède la Dora Link, un phénomène qui se produit lorsqu'il essaie d'entrer en contact avec une autre personne possédant la Dora Burst. Mais pas le temps de penser à ça pour le moment, la situation est critique. Benimaru prend les choses en main et se dirige vers le démon apparu. Il enchaîne les attaques face à lui, mais il sait que face à un démon, il faut user beaucoup d'énergie. Alors il commence par utiliser son 7ème kata, le soleil. Mais cela n'est toujours pas suffisant. Alors il envoie toute la gomme et parvient à l'exterminer. Suite à la mort de leurs collègues, Haro et Yona prennent la fuite pour faire leur rapport. Évidemment, ils se sont assurés de détruire le siège de la société qui était venue fouiller la 8ème brigade. Le calme est revenu au sein du village d'Asakusa, il est temps pour notre 8ème brigade de rentrer chez elle. À leur retour au QG, ils apprennent la venue d'un nouveau membre scientifique imposé par Aijima, un certain Victor Light. Il est très intéressé pour intégrer cette brigade, et comme il le fait si bien remarquer, il manque également un mécanicien. Mais le capitaine Obi pense justement à quelqu'un en particulier, un certain Vulcan, mais l'embaucher ne va pas être simple car il refuse toutes les offres qui lui ont été faites jusqu'à présent. Le capitaine décide d'y envoyer Shinra, Arthur et Iris pour tenter de le dissuader d'intégrer leur brigade. Ils arrivent alors chez lui, mais se font immédiatement rembarrer lorsque ce dernier apprend qu'ils appartiennent à la Fire Force. C'est alors qu'un jeune garçon arrive, Yu. Il les fait entrer et fait les présentations avec Risa, une nana qui vit avec Vulcan. Soudain, une personne frappe à la porte, il s'agit du docteur Giovanni, le capitaine de la 3ème brigade. Il vient demander à Vulcan, une nouvelle fois, d'intégrer sa brigade. Pour le convaincre, il a déjà demandé à tous les fournisseurs travaillant pour Aijima de ne plus le fournir en pièces. Malgré ce chantage, Vulcan refuse de travailler pour Aijima, même s'il doit mourir comme ce fut le cas pour son père et son grand-père. Giovanni est vraiment embêté par cette décision. Il se retire en comptant bien lui faire regretter son choix. Vulcan tient à réaliser son rêve, celui de trouver une nouvelle source d'énergie pour faire revivre les animaux dont l'espèce s'est éteinte. Shinra en est persuadé et souhaite absolument que Vulcan intègre leur brigade. Il apprend par Yu que le grand-père de Vulcan avait 2 élèves, son fils et Giovanni. Le grand-père et le fils sont morts transformés en même temps en torche humaine et juste après cet incident, Giovanni est parti travailler pour Aijima,
bien que son maître lui ait toujours interdit. Dans le même instant, Shinra ressent par l'Adora Link l'aura meurtrière du Dr Giovanni, qui souhaite en finir avec Vulcan. Il sait qu'il ne doit pas partir d'ici, il risque de revenir à tout moment pour en finir avec Vulcan. Il demande à Arthur et Iris d'aller prévenir Vulcan et les autres pendant qu'il reste à l'extérieur pour prendre de la hauteur et guetter sa venue. Effectivement, le Dr Giovanni est en chemin accompagné de Mirage et de Flail, deux membres des Chevaliers de la Flamme Cendrée. Ils font face à la planque de Vulcan, alors Arthur n'a d'autre choix que de sortir pour les affronter. N'ayant pas son équipement, Vulcan lui fabrique rapidement une épée ainsi qu'une magnifique monture pour qu'il ait l'air plus vrai que nature d'un chevalier protégeant le château de son roi. Et cela est important de le préciser puisque sa puissance dépend de sa ressemblance avec un chevalier. Dès lors, la puissance de son épée n'a jamais été aussi grande et il parvient à rivaliser face aux deux membres de la Flamme Cendrée. Sauf que Mirage crée un clone d'Arthur et lorsqu'il se voit avec sa pauvre ceinture de bourricot, il comprend qu'il est ridicule et perd subitement sa confiance ainsi que sa puissance. De son côté, Shinra fait face au Dr Giovanni qui parvient facilement à le vaincre, grandement aidé par son expérience du combat. Dès lors, il demande à deux personnes de l'emmener vers le chef Sho, son frère, mais heureusement, Ibana arrive à son secours. Elle a placé un émetteur sur Iris au cas où pour les retrouver. À l'intérieur de la planque, il y a du mouvement, puisque Risa surprend tout le monde en leur dévoilant qu'elle travaille en réalité pour le grand prédicateur. Elle a infiltré sa famille à la recherche de la clé d'Amaterasu, la centrale qui permet à Tokyo de vivre. La situation ne va pas en s'arrangeant puisque le Dr Giovanni pénètre à son tour dans l'atelier et demande à Vulcan de lui transmettre cette clé d'Amaterasu. Il a beau répéter à Vulcan de lui remettre la clé, il ne sait pas de quoi il parle. Alors de colère, elle commence à s'en prendre aux inventions présentes dans l'atelier et c'est là qu'il la trouve, présent dans l'invention auquel tient le plus Vulcan, la clé d'Amaterasu. À cet instant, Shinra débarque avec une vitesse phénoménale et vient foutre son genou en pleine face au Dr Giovanni. Il découvre à son tour que Risa est une traître. Elle utilise des tentacules de flammes qui agissent et attaquent à partir du champ magnétique qu'exerce chaque être vivant. Iris, toujours présente, mais dont personne ne se préoccupe, commence à appuyer sur tous les boutons pour activer les inventions de Vulcan. Celui-ci d'ailleurs active leur champ magnétique pour que les tentacules de Risa soient perturbés. Ainsi Shinra peut de nouveau se battre contre le Dr Giovanni. Il l'explose en brisant le mur de l'atelier puis aperçoit deux nouveaux membres de la Flamme Cendrée qui arrivent, et pas n'importe lesquels. Haro ainsi que Sho, leur chef. Enfin, Shinra est parvenu à retrouver son frère, mais ce dernier ne le prend pas du tout de cette manière-là. Il l'attaque pour le mettre à terre et demande à ses hommes de l'emmener avec eux. C'est alors qu'une énorme explosion vient détruire la planque de Vulcan. Licht, le scientifique de la 8ème brigade, arrive à temps avec sa camionnette pour emmener tout le monde avec lui. Vulcan récupère Shinra, mais Sho s'interpose sur leur route. C'est alors qu'intervient l'invité surprise, Joker. Il ne compte pas laisser le camp du grand prédicateur s'en sortir aussi facilement. Une fois que la camionnette s'est suffisamment éloignée, Joker se retire. Sho ne cherche pas plus que ça à les poursuivre. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, la clé d'Amaterasu. De retour à leur QG, le capitaine Obi demande à Vulcan de rester au sein de leur brigade, ne serait-ce que pour sa sécurité. Il pourra réfléchir par la suite s'il souhaite ou non intégrer officiellement la 8ème brigade. Ibana, Konro et Karim viennent rendre visite au capitaine Obi pour partager des informations. Il semble que le Dr Giovanni de la 3ème brigade soit fortement protégé par Aijima. L'Empire a du mal à le gérer, d'autant plus qu'il a le soutien du grand prédicateur. Il est clair que les membres de la 8ème brigade manquent encore cruellement d'expérience, en particulier les nouveaux. Konro propose alors d'emmener avec lui Arthur et Shinra, afin que Benimaru supervise leur entraînement. Une fois arrivé, Benimaru ne perd pas de temps et commence tout de suite leur entraînement. Pour ce qui est des deux, leur puissance est bonne. Faut juste parfaire la base. Sous les conseils de Licht, également présent, il demande à Shinra de s'exercer à propulser ses flammes plus concentrées, de façon à gagner en explosivité et en rapidité. Pendant ce temps, Benimaru entraîne Arthur aux techniques de base de combat. Les jours passent et leurs progrès sont incroyables. Licht vient avec de bonnes nouvelles. Après les analyses des traces laissées par les hommes du Dr Giovanni près de l'atelier de Vulcan, il en a déduit que leur base se trouve dans les souterrains et vu qu'il ne reste que peu d'entrées de chemin de fer encore ouverts, il fait rapidement la déduction en fonction des torches humaines artificielles trouvées. Ils arrivent devant la porte du souterrain. Une fois à l'intérieur, Ibana, la capitaine de la 5ème brigade, crie à l'aide puis disparaît dans le noir total. Nos amis savent qu'ils sont au bon endroit, même s'il s'agit d'un piège. Un écran de brouillard apparaît subitement pour disperser les membres de la brigade. C'est un coup de mirage ainsi que de Yona qui modifie également les visages. Dès lors, les membres se retrouvent séparés. Iris se retrouve avec deux Tamaki, mais lorsqu'elle voit l'une d'entre elles perdre tous ses vêtements, elle comprend qu'elle est la vraie.
Un homme arrive devant elle, il se nomme Assaut, et il a reçu pour ordre de les éliminer. De son côté, Maki fait face à Flail et ses hommes. Elle va pouvoir tester ses nouvelles armes confectionnées tout spécialement pour elle par notre cher Vulcan. Ils sont appelés les hiboux de fer. Maki peut les déplacer comme elle le souhaite en y mettant à l'intérieur l'une de ses flammes. Elle parvient à esquiver leurs attaques, puis à les assommer grâce à ses hiboux. Elle les maîtrise à la perfection. Il ne reste plus que Flail qui utilise sa grosse boule de feu, mais encore une fois, Maki synchronise parfaitement parade et attaque. Du côté des autres filles, Eris et Tamaki, leur adversaire apparaît comme redoutable, à tel point que Yona pense qu'il peut vaincre à lui seul la 8ème brigade. Seulement, c'était sans compter sur la maladresse de Tamaki, qui n'arrête pas de se déshabiller à son insu, ce qui perturbe drôlement notre cher Assaut, et on le comprend. Eris en profite pour lui foutre des coups sur la tête pour le mettre KO. Du côté du commandant Inawa, il fait face à Haro au sein d'un métro. Face à ses flèches de longue portée, Inawa n'a pas d'autre choix que de se rapprocher pour avoir plus de chances de la localiser avec ses balles. La puissance d'Haro lui étant supérieure, il sort le grand jeu et utilise de longs canons pour tirer tel un char d'assaut. Ces tirs sourds créent une énorme explosion qui ne laisse pas Haro sans dommage, même si elle n'est pas touchée directement. Le commandant finit par la vaincre, mais à bout de force, il s'écroule contre un pilier. C'est alors que Mirage ainsi que Yona en profitent pour sortir de leur cachette. Le commandant Inawa utilise l'une de ses balles pour détruire le niveau au-dessus de lui afin de faire tomber Arthur qui s'y trouvait. Grâce à son entraînement aux côtés de Benimaru, le capitaine de la 7ème brigade, Arthur s'est distingué une réelle attaque d'un Mirage. Il se fie à son ouïe pour entendre la respiration de son adversaire. Ainsi, il réussit à vaincre Mirage et vient en aide au commandant Inawa. Yona quant à lui en a profité pour filer. Le capitaine Obi se retrouve aux côtés de Vulcan. Il voit apparaître deux silhouettes devant eux, le docteur Giovanni, capitaine de la 3ème brigade je le rappelle, ainsi que Risa, de son vrai nom Filler. C'est le docteur Giovanni qui lui a donné le pouvoir de ses flammes grâce à l'un des insectes, mais le capitaine Obi voit très bien qu'elle est angoissée. Il ne compte pas la laisser se faire manipuler par lui. Il réussit à détruire ses tentacules, mais Giovanni la récupère et menace de la tuer si Vulcan ne tue pas le capitaine Obi. Le capitaine demande donc à Vulcan de lui obéir et de tirer. Sous la pression, Vulcan presse la gâchette, le capitaine Obi s'écroule alors sur le sol. Giovanni tient sa parole et relâche Risa, mais en réalité le capitaine Obi n'a subi aucun dégât. Vulcan s'est assuré de lui remettre une veste anti-choc avant de se rendre dans les souterrains. Dès lors, les deux capitaines s'affrontent. Shinra ressent de nouveau l'effet de l'Adora Link, il sait que son frère Sho se trouve non loin de lui. Ils parcourent les souterrains en compagnie de Licht, ils arrivent à une porte où se trouve de l'autre côté Sho, son frère justement. Le combat s'engage alors sans perdre de temps. Shinra tient beaucoup plus efficacement les échanges que lors de leur première rencontre, grâce au turbo qu'il a acquis lors de son entraînement avec Benimaru. Malgré cela, Sho accélère davantage sa vitesse et prend le dessus sur Shinra. Cela est dû à la bénédiction qu'il reçoit de la part du grand prédicateur. En jouant sur la chaleur de son corps, il parvient à atteindre la vitesse de la lumière, autrement dit, il arrête le temps. À ses yeux, Shinra, lui, apparaît immobile. Désormais, Shinra y voit plus clair, l'Adora Burst est une flamme qui provient de l'Adora, au plus familièrement des enfers, et elle est à l'origine de la combustion humaine. Ceux possédant l'Adora Burst peuvent donc se connecter à cet autre monde via l'Adora Link. Mais pas seulement, ils peuvent également se connecter à une personne possédant l'Adora Burst. C'est exactement ce que fait Shinra, il se connecte à l'Adora Burst de Sho, ce qui lui permet de bénéficier également de la bénédiction du grand prédicateur. Ainsi sa vitesse de déplacement se rapproche de celle de Sho. Pour être plus exact, la vitesse de Shinra dépasse celle de la lumière. Une fois la vitesse max atteinte, son corps se décompose en particules pour se reformer derrière. Lich le prévient alors que s'il continue comme ça, il se peut qu'il n'ait plus l'énergie nécessaire pour que son corps se reforme à nouveau et qu'il soit bloqué à vie dans cette autre dimension. Shinra prend tout de même le risque, il veut à tout prix ramener son frère à la raison et lui montrer ses souvenirs pour le convaincre qu'ils sont bien frères. Cela fonctionne à force de partager l'Adora Link avec Shinra. Sho emmagasine ses souvenirs lorsqu'ils étaient enfants. Il finit par comprendre qu'il est bien son grand frère, mais lorsque Shinra fonce sur lui pour le consoler, il se plante l'épée de Sho en plein dans la poitrine. Omea, une meuf en blanc, intervient. Elle veut en profiter pour emmener Shinra vers le grand prédicateur. Elle explique que leur but est de rassembler un maximum d'Adora Burst pour provoquer le grand cataclysme qui a échoué il y a 250 ans. Ça explique l'utilisation d'insectes sur les civils afin de créer des entités possédant l'Adora Burst. Les autres membres de la 8ème brigade arrivent. Le commandant Inawa, Maki ne parviennent pas à le toucher, leurs attaques est stoppée net par son pouvoir qui lui permet de créer des courts-circuits. Seul Arthur parvient à ne pas être impacté par son pouvoir grâce à sa flamme qui à très haute température devient du plasma.
Cela brouille alors le signal électrique qu'envoie Oméa. Des secousses se font ressentir, et il est temps pour nos amis de s'éclipser. Yona et Oméa se retirent également, emmenant avec eux Sho, tandis que la 8ème brigade emmène de toute urgence Shinra à l'hôpital de la 6ème brigade pour bénéficier des pouvoirs de guérisseuse du capitaine Wang. L'opération est une réussite. En manipulant l'Adora Burst, le capitaine Wang a réussi à guérir l'ensemble de ses blessures. Après 3 jours passés à l'hôpital, Shinra se réveille avec une visite inattendue, le capitaine de la 1ère brigade Barnes. Ce dernier souhaite discuter avec lui de l'incident ayant eu lieu il y a 12 ans, mais avant cela, il veut être sûr que la détermination de Shinra pour connaître la vérité est sans faille, et qu'il est suffisamment fort désormais. Pour cela, rien de tel qu'un petit échauffement entre les deux hommes. Face au progrès spectaculaire en si peu de temps de Shinra, Barnes est convaincu par sa détermination. Il commence alors à lui raconter ce qu'il s'est passé il y a 12 ans. À cette époque, le grand prédicateur et ses hommes en blanc étaient déjà en mouvement et à la recherche d'Adora Burst. Le 3e sujet, le possédant, s'avère être Sho. Oméa ainsi qu'un autre homme, Charon, n'attendaient qu'une chose, qu'il manifeste son Adora Burst. C'est à ce moment-là que Shinra a éveillé ses flammes et que sa mère s'est transformée en démon. Oméa ayant la capacité de contrôler les mouvements d'une entité en se concentrant sur les nerfs de la personne, demande au démon de lui ramener le nourrisson qu'est Sho. Dès lors, Barnes en profite pour lui révéler qu'il s'est connecté une fois à l'Adora Link, mais que cela lui a coûté son œil droit. En parlant d'Adora Link, Shinra se souvient d'avoir vu un démon avec des cornes à la place des yeux, tout comme sa mère. Il se demande s'il lui serait possible de la revoir en se connectant à nouveau à l'Adora Link. Il a également vu cette fois-là le capitaine Hag, de la 4ème brigade. Il souhaite alors le rencontrer pour voir s'il ne détient pas des informations supplémentaires sur l'Adora Burst. Il réussit à décrocher un entretien en tête-à-tête grâce à sa petite fille, commandante à la 6ème brigade, ainsi qu'un appel du capitaine Obi au préfet. Shinra s'y rend en compagnie d'Asako Hage, la petite fille du capitaine Hage. Étant affilié à l'école de pompiers, Shinra retrouve des visages qu'il connaît bien comme le commandant Parn, ou encore Hogun, le meilleur élève à son époque. Il arrive enfin à la salle où l'attend le capitaine Hage. À peine rentré que ce dernier lui demande de le cramer avec ses flammes afin de découvrir à nouveau l'Adora. Tout à coup, Karine, l'un des élèves qu'il a plaqué au sol, débarque. Une voix à l'intérieur de Shinra lui dit de se laisser aller et de tout brûler autour de lui. Il commence alors à sombrer dans une folie provoquée par le premier pilier de l'Adora Burst, dont on ignore encore le nom. Le capitaine Hage la balance à l'extérieur pour ne pas mettre le feu à toute la caserne. Hogun ainsi qu'Arthur viennent en renfort. Arthur a été envoyé par le capitaine Obi pour surveiller Shinra, vu qu'il est recherché désormais par les hommes en blanc. Il n'hésite pas à utiliser le capitaine Hage pour se protéger des attaques de Shinra. Grâce au buff envoyé par le commandant Parn, ils parviennent tous à encaisser les attaques de Shinra, pourtant très puissantes. Arthur tente par tous les moyens de faire entendre raison Shinra, mais sans succès, du moins pas totalement. L'esprit de Shinra parvient à entendre ce qu'il dit et finit par bouger de lui-même. Il se met un violent coup de genou dans le visage pour annoncer son grand retour. Il réussit à expulser de son corps le premier pilier, qui lui annonce d'ailleurs qu'un 5e pilier est sur le point d'apparaître. Reste à savoir qui parviendra à mettre la main dessus en premier, la Fire Force ou bien le grand prédicateur. Shinra remercie Asako de l'avoir présenté à son grand-père, le capitaine Hage, puis retourne au sein de la 8ème brigade. Le capitaine Obi souhaite la coopération de l'ensemble des brigades pour retrouver ce 5e pilier afin d'éviter le regroupement des Adora Burst aux mains de l'ennemi dans le but de créer un second grand cataclysme, mais le préfet de l'agence de défense contre le feu refuse, faute de preuves suffisamment solides. En parlant du 5e pilier, nous faisons sa connaissance, elle s'appelle Inka. Son pouvoir est qu'elle parvient à anticiper les incendies, ainsi elle en profite pour voler dans les maisons, avec 2 autres gars, Panda et Sancho. Soudain, Inka aperçoit énormément de départs de feu qui sont sur le point d'arriver. Oméa, également présent sur les lieux pour récupérer Inka, transmet sa position à Charon, qui s'y rend immédiatement. Il apparaît devant elle et n'hésite pas le moins du monde à éliminer Sancho qui tente de l'arrêter. Dès lors, Inka demande à Panda de s'enfuir, elle s'éloigne de lui, mais Charon réussit facilement à la rattraper. Inka a la faculté de prévoir également d'où les attaques partent et finissent. Elle l'aperçoit comme un chemin blanc dessiné. Et ce qu'elle voit à ce moment, c'est l'attaque de Shinra qui tombe en plein sur Charon. Il a été envoyé à la recherche du 5e pilier par son capitaine Obi. Pendant ce temps, eux s'occupent d'éteindre les torches humaines. Elles se multiplient. Le capitaine Obi comprend qu'il s'agit sûrement d'un coup d'Oméa. Il demande à ce qu'on se charge de la trouver, et ça tombe bien, puisque Maki vient de la retrouver. Elle est sur un toit. Elle envoie sa position à Arthur et lui demande de s'en charger. L'apparition de torches humaines grandissant à vue d'œil, nos amis sont complètement débordés, surtout qu'un démon vient de faire son apparition. Pour le supprimer, la présence d'un ou d'une prêtresse
est nécessaire et Riss est absente. Heureusement, la commandante de la première brigade, Karim, a été appelée par le capitaine Obi, personnellement, et ce n'est pas tout, puisque la 5e et la 2e brigade ont répondu présent à l'appel du capitaine Obi également. Il se charge d'éteindre les torches humaines ainsi que de mettre à l'abri les citoyens. De son côté, Shinra demande à Inka de venir avec lui, mais cette dernière refuse. Le combat s'engage alors entre lui et Sharon, qui souhaite également mettre la main sur elle. Malgré la vitesse de Shinra, Sharon parvient facilement à le maîtriser. 2 invités surprises arrivent en plus pour l'aider à affronter Sharon et ses hommes. Il s'agit de Kishiri de la 5e brigade, ainsi que de Yagarnaut de la 2e. Shinra en profite pour s'éclipser à la recherche d'Inka, le 5e pilier je rappelle. Mais Sharon est à l'affût. Ses hommes s'occupent d'emmener Inka, alors Shinra crie au loin de la laisser tranquille. Mais cette dernière le remballe tout simplement, car elle souhaite vivre dangereusement. Elle ne veut pas être sauvée par la Fire Force. Ouais, plutôt chelou comme réaction. Arthur arrive face à Omea. Elle tient à lui dire que le 5e pilier est en leur possession et qu'obtenir les 8 piliers nécessaires au grand prédicateur n'est plus qu'une question de temps. Le problème, c'est que Shinra ne parvient pas à toucher Sharon, alors il réfléchit, il cogite, et là il comprend que depuis le début, il fait fausse route. Sharon est issu de la 2e génération et non de la 3e. Il utilise la puissance qu'il reçoit pour contre-attaquer. Deuxième problème, c'est que cela ne change absolument rien pour Shinra. S'il n'attaque pas, il ne pourra pas empêcher Sharon d'emmener avec lui Inka. C'est alors qu'il se souvient d'un kata que lui a appris le capitaine Obi, celui du démon. La position des doigts est la même que pour faire le signe rock'n'roll. Malgré ses tentatives ratées, il réussit enfin à toucher Sharon en utilisant le kata du démon, mais cela n'arrête pas pour autant l'offensive de ce dernier qui semble prendre du plaisir à le défoncer. Du côté des autres membres de la Fire Force, les choses ne sont pas plus simples. Gérer le démon qui vient d'arriver est une tâche qui s'avère complexe pour nos amis pompiers. Karim parvient bien à la maîtriser en la gelant, mais cela ne dure que quelques secondes, pas le temps pour nos amis de mettre en place un plan. Mais c'était sans compter sur notre grand Licht, le scientifique, qui semble détenir un plan pour se débarrasser du démon ainsi que d'éteindre tous les incendies. Il positionne les 2e générations à différents endroits de la ville où se trouvent les plus gros incendies, puis il leur demande de diriger les flammes vers la place de la ville, lieu où le vent du nord et le vent du sud se croisent. Cela provoque alors un énorme tourbillon de flammes que seul Maki a le pouvoir de contrôler. Reste plus qu'à envoyer le démon à l'intérieur du tourbillon et le tour est joué. Pour cela, le capitaine Obi fait appel à Vulcan et son extincteur géant installé sur la matchbox. Il demande au capitaine de s'occuper de tirer, ce qui envoie le démon à l'intérieur des flammes qui, pris par la vitesse du tourbillon, se retrouve propulsé tout en haut. Le commandant Inawa n'a alors plus qu'à tirer à l'intérieur du tourbillon pour profiter de la vitesse des flammes pour donner plus de puissance à sa balle, et le démon est tué. Karim utilise ensuite son arme pour geler le tourbillon et la ville est définitivement sauvée. Les ennuis ne sont pas terminés pour autant, il reste encore le cas du 5e pilier, Inka. Omea parvient à s'échapper d'Arthur et demande à Sharon de partir avec Inka. Les autres brigades en ont terminé avec le démon, ça va devenir compliqué s'il reste davantage. Shinra demande une 100e fois à Inka de venir avec lui, mais elle refuse toujours. Elle préfère rejoindre les hommes en blanc, car elle estime le danger plus intéressant. Faut te faire une raison, Shinra, elle est chelou. D'ailleurs, regarde, elle immole même son pote Panda, qui est venu courageusement la sauver. Le scénario du grand incendie d'il y a 2 ans a été évité de justesse, dès lors que le capitaine Obi fait le bilan. Ils connaissent 4 des 8 piliers qui leur sont nécessaires pour provoquer le grand cataclysme survenu il y a 250 ans. Shinra, Sho, Omea et Inka. Pour essayer de trouver des indices ailleurs qu'au sein de l'Empire de Tokyo, le capitaine envoie des membres de sa brigade en exploration, mais ils ne seront pas seuls. Ils seront accompagnés par d'autres membres de la Fire Force. Pour être plus précis, Licht, Shinra, Arthur, Ogun, Yagarnaut et Tamaki qui seront guidés par le commandant de la 4e brigade, Parn. Ils utilisent le bateau de l'Empire de Tokyo pour s'y rendre et accostent à la ville de Xinkindao. Il leur faut encore parcourir une certaine distance pour se rendre à l'ouest de cette ville, où le détecteur d'Adora Burst s'affole le plus. Soudainement, ils sont attaqués par un ver géant qui poursuit une taupe. Et pas n'importe quelle taupe, une taupe qui parle. Elle s'appelle Scope et connaît la région comme sa poche, et pourrait s'avérer fort utile pour nos amis. Ils font également la rencontre d'un corbeau qui parle, une connaissance de la taupe. Beaucoup de lumières sont perceptibles lorsque la nuit tombe. Il s'agit en réalité des torches humaines créées suite au grand cataclysme survenu il y a 250 ans. Ils arrivent enfin près d'un oasis où l'air est respirable sans encombre. Le corbeau et Shinra survolent une petite montagne pour apercevoir de l'autre côté de la végétation, mais surtout un bâtiment ressemblant étrangement à l'Amaterasu de Tokyo. Nos amis s'y rendent, toujours guidés par la taupe Scope, qui leur demande de bien faire attention aux brigands, qui traînent autour de la divinité qui se trouve en son centre. Ils arrivent à un pilier,
signe qu'ils pénètrent dans le secteur des brigands. Effectivement, il ne faut pas attendre bien longtemps pour les voir arriver, mais contrairement à ce que pensaient les Fire Force, il ne s'agit pas d'humains, mais de chiens enflammés. C'est alors que Shinra entend une voix lui demandant de protéger la forêt. Il pense qu'il s'agit de la voix de la divinité qui a permis cette végétation au sein de cette terre aride. C'est également elle qui a appris aux animaux à parler. Mais les torches humaines ont un discours totalement à l'opposé de ce que raconte Scope. Pour eux, cette machine qui ressemble à Amaterasu est destinée à détruire l'humanité. Et pour Shinra, cela expliquerait pourquoi Dr Giovanni est venu détruire l'atelier de Vulcan, à la recherche de la clé d'Amaterasu. Scope leur explique qu'ils sont à la recherche de tablettes qui, une fois toutes rassemblées, leur permettront de déclencher cette Amaterasu bis pour créer une gigantesque explosion afin de les libérer de cet enfer. Par contre, il tient à les prévenir que ces torches humaines sont guidées par une torche supérieure qui pourrait très bien être un démon qui s'appelle Tempe. Dès lors, le commandant Parn organise des équipes. Shinra et Ogun se chargent d'occuper le démon, Tamaki, Arthur et Jaggernaut montent la garde pendant que Licht et Parn pénètrent à l'intérieur du bâtiment. Une fois à l'intérieur d'ailleurs, une porte se referme derrière eux. Licht, Parn et Arthur, qui est également entré, se retrouvent bloqués. À l'extérieur, les autres membres sont encerclés par les torches humaines dirigées par Tempe, leur chef démon. Comme dit précédemment, ce dernier dit qu'il n'a pas le choix que d'utiliser ce bâtiment pour créer une puissance suffisante pour les libérer et trouver le paradis. Mais à l'inverse, cela détruira la forêt ainsi que les alentours sur plusieurs dizaines de kilomètres. Cela s'annonce compliqué pour nos amis qui ne possèdent pas la puissance nécessaire pour vaincre un démon. À l'intérieur du bâtiment, l'équipe du commandant Parn trouve effectivement des tablettes avec des chiffres dessus. Il y en a tout un paquet qui se suivent et étonnamment, Arthur a une idée quant à leur signification. Et s'il s'agissait du nombre pi? Licht est étonné de sa réflexion, mais pour en avoir le cœur net, il doit vérifier au laboratoire le chiffre exact que représente pi, ou du moins les chiffres qui suivent jusqu'à l'infini. Soudainement, Licht, Parn et Arthur entendent des battements de cœur provenant du centre du bâtiment. Devant la porte se trouve une clé en forme de flèche. En comptant celles entreposées à côté, il y en a 8 au total, tout comme le nombre de piliers que cherche à rassembler le grand prédicateur. Licht sait qu'autrefois on plaçait des flèches à plumes blanches dans les maisons des personnes qui étaient offertes en sacrifice. Une seule idée lui vient alors à l'esprit, l'Amaterasu génère son énergie en utilisant un être humain en sacrifice possédant l'Adora Burst. Cela explique pourquoi Shinra est entré en contact avec cette divinité, du moins avec la femme présente dans la divinité. Shinra demande à Ogun de gagner du temps en s'occupant du démon, pendant qu'il essaie de convaincre la femme de la divinité de lui prêter sa bénédiction. Elle finit par entendre son appel, mais elle ne peut alors l'aider qu'une seule seconde. Le reste de son énergie est utilisé pour maintenir la forêt. Shinra accepte sa proposition, en se déplaçant à la vitesse de la lumière, une seconde suffit largement. Il réussit à se débarrasser du démon Tempe et apprend, à travers les souvenirs de ce dernier, que le grand prédicateur provient d'au-delà de la fissure. Il ne serait peut-être même pas humain. Shinra revient alors auprès de ses camarades, où l'équipe de Licht finit par sortir de la divinité. Il leur apprend que l'Amaterasu fonctionne à partir d'un humain, qui possède l'Adora Burst. Shinra appuie sa théorie, puisqu'il a entendu la voix du premier pilier, qui voue une haine à l'humanité, sûrement pour l'avoir sacrifié dans l'Amaterasu. Maintenant que leur excursion est terminée, l'équipe rentre au Japon. Shinra et Licht font leur rapport au capitaine Obi de la 8ème brigade, lequel en déduit qu'il se peut que le grand prédicateur et l'église du Saint-Soleil soient liés. Licht en profite pour comparer les chiffres qu'il a trouvés sur les tablettes et le chiffre pi. Et il s'avère qu'Arthur avait raison. Ça correspond bien, mais quel est le rapport entre pi et l'Amaterasu? Du côté de la 7ème brigade, il y a un invité surprise qui vient voir Benimaru, Joker en personne. Il lui propose d'aller rendre une petite visite à l'église du Saint-Soleil pour lever le secret qu'il cache. Benimaru accepte, direction l'église du Saint-Soleil. Ils ne réfléchissent pas trop à comment s'y prendre, alors Benimaru défonce la porte principale et pénètre à l'intérieur de l'église en mettant à terre tous les opposants qui se présentent face à lui. Joker sait qu'un passage menant dans les souterrains se cache sous un hôtel. Benimaru commence à trouver ça étrange qu'ils connaissent aussi bien les lieux. Il va en savoir davantage avant de poursuivre la descente. Il se trouve en fait que Joker faisait partie de l'église autrefois, mais il travaillait dans l'ombre, en tant qu'ombre du Saint-Soleil. Et justement en parlant d'eux, ils leur font face, une fois les souterrains atteints. Cela rappelle évidemment des souvenirs à Joker, qui se faisait appeler à l'époque numéro 52. Il était un assassin très prometteur parmi les ombres du Saint-Soleil, mais l'un des membres, jaloux de son talent inné, prenait un plaisir de le tabasser pour le faire redescendre. Lors d'une mission, celle de trouver Sho Kusakabe pour le tuer, 52 en a profité pour s'enfuir d'ici.
Il a trouvé refuge au sein d'une famille, mais en revenant d'une course, il les a retrouvés tous morts, tués par les ombres de l'église de Saint-Soleil. Dès lors, il comprend qu'il ne sera jamais tranquille et a pris la décision de vivre dans l'ombre en tant que Joker. Dès à présent, il compte prendre sa revanche sur celui qui l'a martyrisé et laisse le reste à Benimaru. Comme attendu, Benimaru ne fait qu'une moucher des ombres de l'église. Quant à Joker, le combat est bien plus compliqué. Il parvient tout de même à découper en petits morceaux son adversaire en utilisant sa dernière carte, Joker. Voici dur au final. Les voilà désormais tranquilles, mais Barnes, capitaine de la première brigade de la Fire Force, arrive à son tour. Il se trouve que Joker le connaît très bien, puisqu'il faisait le lien entre les hommes de la lumière et les hommes de l'ombre de l'église. Lors d'une mission où ils devaient supprimer des torches humaines, ils se sont fait surprendre par l'une d'entre elles qui a provoqué la Dora Link. C'est alors que Barnes et Joker ont perdu leurs yeux. À présent, Barnes lui remet un cahier qui appartenait à la femme de Raffles I, fondateur de l'église du Saint-Soleil. Elle y raconte tout, depuis la découverte de la Dora Burst par son mari Raffles I. Lors de son retour de son voyage, il avait complètement changé, et n'était plus l'homme qu'elle avait connu durant 30 ans. À partir de ce fait, le capitaine Barnes fait l'hypothèse qu'une entité non humaine a pu prendre la place de Raffles I, depuis ce jour où il a trouvé la Dora Burst. Après tout, on connaît déjà quelqu'un qui est capable de changer les apparences, notre cher Yona. C'est lui qui se trouve derrière Raffles I. Il a créé la religion du Saint-Soleil sous ordre du grand prédicateur pour guider le peuple vers la Dora. Mais il y a de fortes chances que Raffles III, l'actuel empereur, ne soit au courant de rien. Joker et Benimaru se rendent ensuite vers les industries d'Aijima pour continuer leur enquête, car je rappelle que ce sont eux qui ont construit Amaterasu, sur demande de l'église. Donc il y a peut-être un indice sur le grand prédicateur. Licht est appelé par le patron d'Aijima, qui lui demande de rendre des comptes sur son rapport à la péninsule chinoise, puisque dans celui-ci, il raconte que l'entreprise Aijima a créé l'Amaterasu grâce au sacrifice d'un être humain. Malgré tout, il lui passe l'éponge pour le moment et lui demande de ramener Shinra au sein de son laboratoire. Licht comprend que ça sent pas bon pour lui. Il avoue à la 8ème brigade qu'il est un espion envoyé par Aijima pour surveiller Shinra qui possède la Dora Burst. Bon, tout le monde l'avait déjà compris, alors Licht ne perd pas de temps et propose d'envoyer Shinra à Aijima pour en profiter pour les espionner. Il faut savoir que Shinra, après l'éveil de son pouvoir il y a 12 ans, est allé dans le laboratoire d'Aijima jusqu'à ses 13 ans. Faute d'avoir trouvé la Dora Burst, ils l'ont alors laissé partir, mais maintenant qu'ils savent qu'ils le possèdent, ils s'en mordent les doigts et ils veulent le récupérer. Ils possèdent d'ailleurs un autre gamin prometteur dans leur laboratoire, un certain Nataku. Il est entraîné par Kurono, un gars avec un bras carbonisé et sans scrupules envers les enfants. Shinra et Licht arrivent au laboratoire, ils cherchent à voir si l'enfant récupéré par Aijima, suite à l'affaire de Reika, est bien présent ici. Bien qu'on lui réponde que non, Shinra sait pertinemment qu'il est ici grâce à la Dora Link. Pour commencer, les scientifiques demandent à Shinra s'il accepte de faire une démonstration de la Dora Burst face à Kurono. Il se trouve que Shinra le connaît bien, puisqu'il était présent lors de son séjour quand il était enfant. Kurono utilise la fumée comme d'une alerte à partir du moment où Shinra pénètre dans sa zone. De plus, il s'en sert pour fabriquer des armes et attaquer par surprise, ce qui en fait un élément redoutable. Les scientifiques sont contents des données qu'ils récupèrent de leur affrontement, mais Kurono souhaite poursuivre ce petit combat. Licht, au courant de l'existence de Nataku, au sein du laboratoire, le 6ème pilier, découvre l'éveil de son Dora Burst, peut-être un lien avec la présence de Shinra. Licht n'hésite pas, il ouvre les portes de la salle où combattent Shinra et Kurono afin de prévenir Shinra de la présence de Nataku. Il contacte également le capitaine Obi, mais ce dernier pénètre au même moment au sein de la zone du laboratoire d'Aijima. Il découvre sur leur route un petit robot en apparence, mais qui balance comme si de rien n'était la Matchbox. Maki et Vulcan décident de sortir pour s'en charger, mais en réalité le robot est manipulé par une nana, surnommée la magneuse de Dominions. Dominion évidemment étant le nom du robot qu'elle contrôle. Il se trouve que Dominion est bien plus puissant que le hibou de fer de Vulcan, mais ce dernier a préparé une technique pour retourner la situation. Grâce à une rotation des hiboux de fer, ces derniers gagnent en puissance et parviennent à détruire Dominion. Nos amis, fiers de leur succès, pensent en avoir terminé. Mais c'est alors que la magneuse de Dominions en fait apparaître une dizaine. Faisons une petite pause sur ce combat et retournons auprès du capitaine Obi qui se trouve avec le lieutenant Inawa, Arthur, Iris et Tamaki. Ils finissent par tomber sur Shinra et Licht qui font face à Kurono, un 3ème génération qui travaille pour la société Aijima. Ils sont observés par les hommes en blanc, Sharon et Inka qui sont bien entendu là pour récupérer le 6ème pilier Nataku. Une autre personne fait son apparition, Ritsu, on la connaissait pas, c'est la protectrice personnelle d'Inka. Omea est également présente, elle intervient en explosant tous les Dominions qui faisaient face à Maki et Vulcan.
Elle est assistée par Haro, qui veille désormais sur sa protection, du moins logiquement puisque Maki la met en difficulté très rapidement. Mais comme le mentionne très justement Haro, à la base, son équipier est Sharon. Les affinités entre deux membres jouent énormément durant une bataille. De son côté, la magneuse de Dominions n'a pas dit son dernier mot et sort un Dominions amélioré, plus étiré si je puis dire. L'électricité ne l'affecte pas, ce qui est un grand plus face à Omea. Grosso modo, dans cette bataille, tout le monde essaie de récupérer Nataku, le 6ème pilier. Un coup, c'est Sharon qui le récupère, un coup, c'est Shinra et Arthur, mais les choses se compliquent lorsque Ritsu utilise ses capacités de pyro-nécromancienne. Elle ressuscite les morts en torche humaine et absorbe Nataku à l'intérieur. Ce dernier se retrouve alors totalement bloqué. Kurono, qui reçoit un appel de son patron, lui demande de récupérer Nataku au lieu de s'amuser à vaincre des faibles. Il décide alors de s'associer avec la Fire Force uniquement pour cette fois-ci. Surtout que le petit Nataku commence à péter un câble à cause d'Omea qui dope sa dopamine ainsi que son endorphine, dès lors Nataku fait apparaître des sphères tout autour de lui qui tirent des lasers. De plus, il y a un fort champ radioactif qui s'exerce tout autour de lui, et de la torche géante. Vulcan cherche alors Arthur qui peut, grâce à son plasma, brouiller les signaux qu'utilise Omea pour trafiquer le cerveau de Nataku. Et évidemment pour le motiver, il invente tout un scénario de chevalier qui doit planter puis retirer son épée légendaire afin qu'il plante son épée de plasma dans la Matchbox, qui permet de brouiller toutes les ondes magnétiques aux alentours grâce à un amplificateur se trouvant dans la voiture. Dès lors, Omea ne peut plus rien faire, elle se met en quête de débusquer Arthur car elle sait que lui seul peut l'empêcher d'utiliser son pouvoir. La magneuse de Dominions ne compte pas la laisser faire, toutefois le problème de la torche géante subsiste toujours. Shinra et Sharon ont beau lutter face au laser qu'elle envoie, personne ne semble trouver de solution. Même en essayant de le raisonner, Shinra ne parvient à rien. Kurono prend alors les choses en main, il utilise une énorme épée fabriquée par Safune, puis tranche peu à peu la torche géante. À la fin, il ne reste alors plus que Nataku, affolé par la pression de devoir toujours faire mieux, inculqué par ses parents. Kurono le rassure en lui disant qu'il peut rester faible, c'est mieux ainsi d'ailleurs pour continuer à le martyriser. C'est la fin de cette rude bataille, les hommes en blanc décident de se retirer pour cette fois. Sharon est lessivée après avoir balancé la boule d'énergie envoyée par Nataku. C'est donc une victoire pour la société Aejima. Licht, Shinra et le capitaine Obi sont convoqués par le président d'Aejima justement. Ils souhaitent obtenir leur coopération pour combattre le grand prédicateur, ainsi que d'utiliser Shinra pour récolter des données. En échange, ils promettent de ne pas toucher à Licht et de revoir leur programme expérimental concernant les enfants. En réalité, il est bien plus fort qu'il n'y paraît. Il souhaite que le grand prédicateur tombe afin de pouvoir utiliser un détenteur de l'Adora Burst pour la pré-Amaterasu, dont la puissance commence à diminuer. C'est alors que Vulcan fait son entrée et jure de créer une machine capable de faire vivre tout l'Empire sans utiliser le moindre être humain. Face à ces déclarations, le PDG accepte de fournir tout le matériel dont il a besoin pour cela, à condition de lui céder tous les droits de sa création. Vulcan accepte sans la moindre hésitation, l'argent n'a jamais été sa priorité de toute façon. Le général Danro Ose, chargé du département stratégique et d'ordre public de l'armée de l'Empire de Tokyo, demande au capitaine de la 2e brigade, M. Honda, d'enquêter dans les souterrains. Son fils Takigi Ose, lieutenant au bureau des affaires criminelles, y a découvert un laboratoire expérimentant les insectes qui permettent de créer des torches humaines artificielles. Cependant, il y avait la présence d'un homme en blanc, qui s'est fait exploser. Takigi s'est alors retrouvé blessé, ce qui a inquiété davantage le général Danro au sujet de sa fille Maki. Il demande alors son transfert au sein de l'armée impériale, la retirant de la 8e brigade de la Fire Force. Voilà donc la première mission que s'apprête à débuter la 8e brigade sans Maki et en coopération avec la 2e brigade dans les souterrains. Les membres de la 8e brigade étant déjà allés dans les souterrains sont répartis dans les équipes afin de faciliter le déplacement et combler toutes les entrées possibles. Une fois à l'intérieur, des torches humaines apparaissent de partout. Il s'agit encore de Ritsu, la pyro-nécromancienne. Le nombre de morts chez la Fire Force commence à défiler et en plus, Ritsu utilise leurs cadavres pour les utiliser comme des zombies. Même Ajiki, un membre de la 2e brigade et ami de Juggernaut, se fait éliminer par Orochi, un chevalier de la nuée violâtre, l'une des brigades des hommes en blanc utilisées par Ritsu. Elle attaque avec une vitesse inimaginable et s'en prend ensuite à Tamaki. Elle la transperce avec son épée, mais Juggernaut intervient alors. Il ne peut rester de marbre face à la femme qu'il aime, en train de se faire massacrer. Il utilise des missiles pour tenter d'endommager Orochi, mais elle part toutes ses attaques grâce à son fouet de Médusa. Il se fait gravement toucher d'ailleurs par son fouet, allant jusqu'à perdre son bras, mais il parvient à la toucher avec l'un de ses missiles, et ça suffit amplement pour la terrasser, vu sa puissance. Néanmoins, 2 autres hommes en blanc arrivent face à Tamaki. La pauvre ne fait pas le poids face à eux, mais elle refuse d'abandonner Juggernaut à son triste sort.
Heureusement pour elle, le capitaine Honda de la 2ème brigade arrive, accompagné du capitaine Obi. Ce dernier élimine l'un des hommes nommé Sanri, qui a clairement sous-estimé le capitaine, tandis qu'Honda s'occupe du 2e. Peu de temps après, Licht tombe sur eux. Vulcan lui montre les variations de chaleur mesurées dans les souterrains, et selon les résultats, il est clair que quelqu'un cherche à faire exploser les souterrains. Ritsu, la protectrice du pilier Nika. Le commandant Inawa se trouve dans le même groupe que le frère de Maki, Takigi Ose. À leur tour, ils font face à un chevalier de la nuée violâtre, Aeron. Takigi continue à casser les couilles au lieutenant Inawa au sujet de Maki, mais ce dernier préfère se concentrer sur leur adversaire qui utilise le principe métallurgique de la trempe, pour rendre son corps ultra résistant en augmentant la température du fer qui se trouve à l'intérieur de lui, pour le refroidir ensuite. Il sera facilement vaincu par Inawa qui tire dans ses articulations, seul endroit où il ne peut renforcer son corps. Ils rejoignent alors la bande du capitaine Obi qui explique la situation catastrophique dans laquelle il se trouve. Les souterrains vont exploser d'une minute à l'autre et pour éviter un tel scénario, Licht a besoin d'une personne pouvant manipuler les flammes sur un large périmètre. Et qui est la seule personne pouvant le faire? Eh bah oui, c'est Maki. Elle a écouté toute la situation grâce à un émetteur que lui a remis Vulcan. Elle arrive dès lors dans les souterrains et se tient prête à venir en aide à l'opération sauvetage des souterrains, malgré le refus de son frère Takigi. Les explosions se font déjà entendre, Licht demande à Takigi d'envoyer les flammes contrôlées par Maki dans les sous-sols les plus profonds possibles, de façon à ce que la chaleur diminue. L'opération est un véritable succès, tout le monde peut souffler enfin. De son côté, Shinra se mesure à nouveau au Dr Giovanni, mais cette fois-ci, il s'est préparé pour le combat. Giovanni s'est associé à des insectes, car selon ses expériences, les insectes proviendraient de l'Adora. Ainsi, en fusionnant un insecte à un humain, ce dernier se rapproche davantage de l'Adora, ce qui explique qu'il se transforme en torche humaine. Le Dr Giovanni utilise les yeux de la libellule pour avoir une vision à 360 degrés, ce qui lui permet d'anticiper toute attaque surprise. Arthur arrive à son tour face au Dr Giovanni, les deux combattent côte à côte face à lui, qui malgré la vitesse impressionnante de Shinra, parvient à encaisser ses coups. Il leur fait part à eux aussi que les souterrains vont bientôt exploser pour mettre son dessus-dessous l'Empire de Tokyo. Arthur se faufile d'alors derrière Giovanni sans que ce dernier ne parvienne à le voir et le coupe en deux. On découvre la tête de Giovanni fusionnée avec un insecte se faire la malle pendant que Shinra et Arthur se débarrassent des insectes. Voilà qui met un terme à cette bataille dans les souterrains, les blessés sont remontés à la surface, je pense par exemple à la Juggernaut qui présente pas mal de blessures. Maki peut officiellement retourner à la 8ème brigade, sa famille a compris qu'elle est une femme forte qui peut protéger les civils. Shinra quant à lui reste pensif et ne peut s'empêcher de se souvenir des paroles du Dr Giovanni sur le fait que l'Adora Link permet de mettre en relation les détenteurs de l'Adora Burst ou bien les personnes ayant été en contact avec l'Adora. Alors comment expliquer le fait qu'il ait entendu la voix du commandant Konro de la 7ème brigade lorsqu'ils se sont fait attaquer par les hommes en blanc? Pour essayer de répondre à ce mystère, il décide de retourner à la 7ème brigade pour le voir. La capitaine Ibana de la 5ème brigade l'accompagne. Tous deux aperçoivent Konro en train de combattre un manteau blanc. Une fois débarrassé du corps, Konro raconte qu'il y a 2 ans, lors du grand incendie ayant eu lieu à Asakusa, il a fait face à un démon lui ressemblant étrangement. Une fois qu'il a réussi à s'en défaire, il a vu l'espace de quelques secondes un autre monde. Voilà ce qui explique son lien avec l'Adora. Ibana pense que le démon était son doppelganger. Une légende raconte que chaque être humain possède son double qui cherche à le tuer pour prendre sa place. Ibana décide de mener des recherches sur cette légende de doppelganger. Quant à Benimaru, il souhaite s'occuper d'éveiller la puissance brute de Shinra et d'Arthur, afin qu'ils aient plus de puissance pour affronter les redoutables adversaires qui les attendent. Tamaki est également de la partie, elle souhaite être utile et ne plus être un fardeau pour les autres. En ce qui concerne son entraînement, Benimaru la confie aux jumelles Ikage et Hinata. Elle doit tenir 1 minute au jeu du loup. Alors au début elle prend la chose à la rigolade, pensant que les jumelles sont faibles, mais très vite elle comprend qu'elles sont redoutables. À force d'essayer de voir l'écart de force qu'il y a entre elle et les jumelles, son envie d'être plus forte se traduit par une évolution de son pouvoir du feu. Une couche se forme alors autour d'elle. Il ne lui reste plus que quelques secondes à tenir pour réussir son épreuve, mais au dernier moment elle décide de se retourner pour les combattre. Elle forme une boule de feu en se jetant sur elle et les 60 secondes sont écoulées. Benimaru la félicite pour cette performance. Il a pris le temps de venir la saluer pendant que les deux autres, Shinra et Arthur, se font travailler dans des épreuves plus farfelues les unes que les autres, dans le but qu'ils dépassent leurs limites. Ils passent par du cochon pendu au-dessus des flammes, ou tiré par une charrette par exemple. Ils en viennent à demander à Benimaru le but de ces épreuves, mais lorsqu'il leur répond qu'il n'en a pas la moindre idée, les deux pètent un câble et commencent à l'attaquer. Cela dure plusieurs heures jusqu'à ce que les deux soient à bout de souffle. C'est à ce moment-là que Benimaru déclare commencer l'entraînement.
C'est une fois dos au mur, quand on n'a plus l'énergie de se lever, qu'on parvient à dépasser ses limites. La capitaine Ibana a convié Kayoko Wang, capitaine de la 6ème brigade, pour qu'elle ausculte en quelque sorte Konro afin de voir si ces flammes présentent des similitudes avec la Dora Burst qu'elle a déjà rencontrée lorsqu'elle a soigné Shinra. Sa conclusion est sans appel, aucune concordance, mais elle préfère toutefois rendre visite au capitaine Hage pour voir si à son tour il présente une particularité ou non, lui qui a également été en relation avec la Dora Link. Manque de peau, ce dernier vient de se faire tuer par un homme en blanc, qui s'intéresse à tous ceux arborant des stigmates sur eux. Des cicatrices quoi. D'ailleurs Shinra, qui commence peu à peu à dépasser ses limites, entre dans l'Adora Link et perçoit le corps du capitaine Hage, suspendu. Il comprend de suite qu'il est mort. Raffles III convoque dans son église le capitaine Barnes, accompagné de ses deux commandants, Lee et Karim. Il leur annonce que le temps est venu de se rassembler avec les hommes en blanc, les apôtres du dieu soleil. Les membres de la première brigade ne comprennent pas ce qu'ils font là, eux qui font tout pour transformer la planète en un deuxième soleil. En utilisant son pouvoir pour embobiner les gens, Omea réussit à convertir le capitaine Barnes à ses idéaux. Voilà que la première brigade se voit endoctrinée par les hommes en blanc. Du côté de la 8ème brigade, le capitaine Obi fait son rapport au préfet de l'agence de défense contre le feu. Il est heureux de voir que la 7ème brigade, et même Aijima, acceptent de coopérer avec elle. Les brigades commencent à s'unir pour faire front commun face aux hommes en blanc. Mais des soldats de l'armée impériale débarquent pour emmener le capitaine Obi en prison. La nouvelle ne tarde pas à venir aux oreilles de la 8ème brigade. Le commandant Inawa se prépare pour aller le libérer de force s'il le faut. Pour cela, il peut compter sur tous les membres de la brigade qui n'hésitent pas à se rebeller contre l'Empire de Tokyo pour libérer leur capitaine. Cependant, un message est diffusé à travers tout le pays dénonçant la capture de Shinra par les membres de la 8ème brigade. Dès lors, les soldats de l'armée impériale circulent à travers toutes les régions pour les retrouver. Licht les emmène alors vers une très bonne connaissance à lui, Joker. Tous les deux sont des maîtres du déplacement dans l'ombre, autrement dit, l'utilisation des égouts. Le Joker sait parfaitement où est enfermé le capitaine Obi, au sein de la prison de Fushu. Ils n'ont pas une minute à perdre, puisque Shinra vient d'avoir une vision via la Dora Link, grâce au capitaine Barnes, qui discute en ce moment même avec Inka, annonçant qu'il va injecter un insecte dans le corps du capitaine Obi. C'est effectivement l'exterminatrice Gold qui se charge de rendre visite à Obi dans sa cellule. Pas une seconde alors à perdre, nos amis se mettent en route. Shinra et le Joker partent en premier par l'extérieur, tandis que les autres continuent de passer par les égouts. Ils finissent par arriver face au capitaine Barnes, qui semble bien décidé à ne pas les laisser passer. Il révèle le capitaine Obi attaché à ses côtés. Shinra ne perd pas de temps et lui fonce dessus, accompagné de Joker. Le capitaine Barnes arrive parfaitement à les gérer tous les deux, à rappeler que son pouvoir du feu le rend de plus en plus puissant au fur et à mesure que le temps passe. Autrement dit, plus le combat dure, plus puissants seront ses coups. Shinra ressent très bien la pression de la mort, ses flammes deviennent bleues, bien plus puissantes que ses flammes classiques. Le capitaine Barnes passe rapidement au niveau 2 de sa puissance. Shinra entend par la Dora Link toujours que l'exterminatrice près du capitaine Obi lui injecte un insecte dans le corps. Shinra fonce alors pour l'aider, mais Barnes l'arrête instantanément. Heureusement, grâce à ses muscles saillants et impeccablement dessinés, les insectes jetés sur le capitaine Obi ne parviennent pas à pénétrer sa peau. Pendant ce temps, Shinra et Joker combattent à 100% face au capitaine Barnes, qui ne semble pas céder face à ses convictions. Shinra lui tombe dessus avec pied en avant, mais Barnes déploie sa phase 3, augmentant encore plus sa puissance. Les deux ne veulent rien lâcher, les impacts sont de plus en plus intenses. Malgré que Shinra se fasse malmener, il ne lâche rien et retourne au combat sans relâche. Il donne tout dans le moindre de ses coups, à tel point que le capitaine Barnes déploie maintenant sa phase numéro 4, ce qui montre les progrès de dingue de Shinra. Et même le niveau 5. Le capitaine Barnes est métamorphosé par ses flammes. Il reste obtus jusqu'au bout et prêche la parole du grand prédicateur qu'il considère comme le dieu tout-puissant de ce monde. Shinra mise tout sur sa technique préférée, le coup de pied en avant, et parvient à mettre au sol le capitaine Barnes, qui avoue sa défaite. Il tient à observer ce qu'est capable de faire Shinra pour sauver ce monde, mais soudain, un démon lui transperce le dos, son propre doppelganger. Barnes le sait, c'est un coup d'Omea qui n'attendait que ce moment pour lancer l'assaut des hommes en blanc, suite à la naissance d'un nouveau pilier encore inconnu pour le moment. Du côté des autres membres de la 8ème, ils finissent par entrer également sur le territoire de l'église du Saint-Soleil. Ils font face à 3 exterminatrices, dont Gold, celle qui se trouvait dans la cellule du capitaine Obi, avec un insecte dans la main. Arthur ayant disparu, ils n'ont que Maki et Tamaki pour faire office de ligne d'attaque. Licht tente d'analyser le pouvoir utilisé par Gold. Voyant qu'elle parvient à arrêter les balles du commandant Inawa ainsi que le hibou de fer, il comprend que sa main en or, grâce à la chaleur, exerce un champ magnétique qui lui permet de prendre possession des objets faits de métal et de les renvoyer si elle le désire.
Risa participe elle aussi au combat grâce à ses tentacules qui exercent également un champ magnétique. Elle tente de déstabiliser le magnétisme qu'exerce sa main en or. Licht propose l'idée de recouvrir sa main de fer pour faire cesser son magnétisme. Pendant que Risa occupe Gold, Vulcan utilise la queue de Tamaki pour créer une marmite afin d'y mettre des composants de fer pour les faire fondre grâce au contrôle des flammes de Maki. Ils finissent par former une boule de feu qui, une fois atteint une certaine température, le fer perd ses propriétés magnétiques. Dès lors, Tamaki lance la boule de feu sur la main de Gold qui perd tout champ magnétique instantanément. Le commandant Inawa n'a plus qu'à sortir son arme et à tirer dans son crâne pour l'abattre. Une stratégie parfaitement menée par notre grand scientifique Licht. Il reste toutefois 2 exterminatrices, dont Stream, qui attaquent avec des tourbillons de flammes, mais elle se fait one-shot par Arthur qui vient d'arriver après être tombé de la voiture de Vulcan avant qu'il n'arrive sur place. Voyant ce spectacle affligeant, le plus fort des hommes en blanc débarque, il se nomme Dragon. Voilà un parfait adversaire pour notre chevalier Arthur. Son épée de plasma Excalibur a l'air plus puissante que jamais, il utilise sa terrible technique Flash Electro pour le vaincre en un seul coup, mais cela ne fonctionne pas. Dragon détient une résistance incroyable en plus d'une puissance de dingue. Un simple souffle suffit à provoquer une explosion. Face à ce scénario, Arthur, tel un chevalier face à son terrible adversaire le dragon, obtient une épée encore plus puissante que précédemment. Malgré tout, Dragon, lui, explose son épée, en plus de lui blesser son bras droit. Maki intervient à son tour, mais face à elle, Dragon lui envoie une explosion encore plus puissante que précédemment. Miracle, elle n'a aucun dégât apparent. Licht comprend que c'est grâce à l'intervention d'Iris qui a lancé une protection divine sur le groupe. C'est pile à ce moment qu'intervient l'un des plus puissants capitaines de la Fire Force, Benimaru. Outre le fait qu'il fasse une démonstration de ses talents, il permet à tous les membres de la 8ème brigade de prendre la fuite. Bon alors ce bref passage avec les hommes en blanc est terminé, mais il y a d'autres membres de la Fire Force qui s'activent et qui bossent. Par exemple la capitaine Ibana qui poursuit ses recherches et trouve quelque chose d'intéressant, ou du moins une piste sérieuse, qui mène à son orphelinat, là où elle a grandi en tant que sœur aux côtés d'Iris. Les commandants Karim et Lee aboutissent exactement à la même conclusion, après avoir épluché les données que possédait Reka. Ils décident, mais sans se consulter, de se rendre au couvent de Saint-Rafles. Ibana s'y rend avec Kishiri, mais elle lui demande d'attendre à l'extérieur des ruines. Elle remarque qu'une pièce se trouve sous la salle à manger du couvent, alors elle se dirige non loin d'ici à un endroit où les sœurs ne se rendaient jamais, à l'hôtel. Ibana essaie de le déplacer, mais rien à faire. Karim et Lee arrivent alors au bon moment et finissent par retirer l'hôtel, dévoilant ainsi une trappe. Nos amis descendent alors et ne trouvent que des livres traitant sur les insectes, les plantes, rien de bien intéressant. Quoique, Ibana fait le rapprochement entre les noms des fleurs donnés aux sœurs du couvent et les insectes trouvés ici dans la pièce souterraine. Au même moment, Sœur Sumire arrive. Elle est la 7ème pilier et utilise la vibration comme méthode d'attaque ou de défense, tout en l'amplifiant afin de causer de réels dégâts à quiconque s'approche d'elle. Ibana a alors vu juste, ce couvent servait de laboratoire pour utiliser les sœurs comme des échantillons en vue de développer un pilier, une détentrice de l'Adora Burst en leur faisant avaler des insectes servis dans leur repas. La combustion humaine spontanée n'est que le résultat de la fusion entre la victime et son doppelganger. Ainsi, le grand cataclysme était la fusion du monde de l'Adora avec le monde réel, si je puis m'exprimer ainsi. Le temps au bavardage est terminé. Kishiri détruit le toit, permettant à nos amis de s'extirper du souterrain. Sœur Sumire, quant à elle, se retire dans l'ombre. Arthur se remet tout juste de sa blessure face à Dragon, que Vulcan se met en quête de lui fabriquer une nouvelle épée légendaire, car je rappelle que son Excalibur a été complètement détruite par Dragon lors de leur combat. Pour faire en sorte qu'Arthur trouve l'oricalque, composant nécessaire à la fabrication de son épée, Vulcan a fait en sorte de le faire chercher telle une énigme, sauf que les choses ne se passent pas comme prévu, puisqu'Arthur est persuadé que le métal précieux se trouve dans les souterrains. À force d'avancer, il tombe sur 2 personnes inattendues, les parents d'Arthur. Faut savoir que ses parents l'ont abandonné juste pour s'aventurer dans les souterrains en vue de sauver le monde. Et vous voulez savoir le plus drôle? Ils ont eu 3 autres enfants dans les souterrains. Ouais, ses parents sont aussi barges que lui, mais mettons ça de côté et concentrons-nous sur une pièce de fusée qui est découverte par Vulcan, dont l'alliage permet de résister à une chaleur de plus de 2000 degrés. De retour à Asakusa, Vulcan se met alors au travail pour forger la nouvelle épée d'Arthur. Il lui confectionne également un anneau qu'il doit utiliser qu'au moment opportun. Entre-temps, les parents d'Arthur sont repartis de leur côté, laissant un message à leur fils pour les prévenir, sympa quand même. Du côté de Shinra, ses interrogations au sujet de l'Adora sont toujours présentes. Il souhaite pouvoir se connecter à l'Adora, mais il n'y parvient pas. Il demande conseil auprès de Benimaru, qui lui conseille de s'allonger, vider son esprit, se connecter avec son environnement et d'éviter de pioncer. Shinra reste alors allongé toute la nuit, et devinez quoi?
il s'endort. Mais, tout comme la fois où il a rencontré le premier pilier dans l'un de ses rêves, il parvient à rencontrer son frère Sho en se connectant à l'Adora. Ce dernier reçoit comme un électrochoc, il se rend alors compte qu'il a un frère, ses anciens souvenirs refont surface, car je précise à nouveau, Komea a fait précédemment un lavage de cerveau à Sho, pour qu'il oublie son frère Shinra. Donc dorénavant, Sho a retrouvé quelques souvenirs, et ces souvenirs de son frère lui font chaud au cœur, il a besoin de le revoir ne serait-ce qu'une fois, mais maintenant il faut qu'il parvienne à sortir des souterrains, sans éveiller les soupçons des autres piliers. Haro le croise et le prévient que la messe commence prochainement. Sho ne peut plus reculer et lui demande de le faire sortir à la surface sous peine de la tuer. Mais Haro est son gardien, donc ses désirs sont ses ordres. Elle ne compte pas le balancer ou le trahir, bien au contraire, elle tient à le surveiller en dehors des souterrains au cas où. La grande messe avant le cataclysme débute sous les auspices d'Omea. Elle sait bien que Sho est absent, mais maintenant que les 8 piliers sont éveillés, peu importe où ils se situent, ils ne peuvent plus fuir l'Adora. Manque plus qu'à terminer le décodage de Pi. Yona attend ce jour depuis plus de 250 ans, il se souvient du jour où le premier grand cataclysme a échoué, il s'est mis à chercher un humain influent pour prendre sa place, et ce fut Raffles Smith. C'est alors qu'il le tue pour prendre sa place et ramène avec lui l'Amaterasu que l'on connaît aujourd'hui, le premier pilier. Il met en place la religion du Saint-Soleil afin de rassembler ses premiers fidèles. De retour à la messe, les membres spécialisés dans l'exécution du grand cataclysme sont présents. L'heure du grand événement est plus proche que jamais. Le capitaine Obi tente d'obtenir des informations pour savoir comment ça se passe du côté des autres brigades et de l'Empire. Car je vous rappelle qu'il est écarté de l'affaire. Il est recherché pour avoir tenté de kidnapper Shinra, l'un des piliers. Maintenant qu'il est considéré comme un traître aux yeux de l'Empire, il ne peut plus se balader comme il le souhaite. Il parvient à échanger quelques mots avec le capitaine Honda de la 2e brigade. Ce dernier ne peut rien faire pour l'aider, cela est bien trop risqué, mais le capitaine tient à l'avertir de tout préparer pour l'affrontement final face aux hommes en blanc. Il rend ensuite visite au nouveau capitaine de la 4e brigade, Parn. Ce dernier lui confirme son soutien, jamais il ne laissera tomber la 8e brigade, encore moins après avoir perdu le capitaine Barnes qui a conseillé aux brigades de coopérer avant sa mort. Finalement, la 8e brigade a le soutien de la 4e, de la 7e et de la 5e brigade, et peut-être même le soutien d'un invité surprise, Scop, la taupe en personne. Il explique qu'il a fait tout le chemin depuis la péninsule chinoise pour leur transmettre un message de la Dame Noire, enfermée dans l'Amaterasu chinois. Le grand cataclysme est pour très bientôt, car dorénavant, il possède la clé permettant de déchiffrer Pi. C'est pourquoi le premier grand cataclysme a échoué, car ils ne sont pas parvenus à le déchiffrer. Un gigantesque pilier vient d'apparaître dans l'océan Pacifique, ainsi qu'une torche humaine tout aussi imposante devant lui. Shinra demande l'autorisation d'y aller, car il est le plus rapide pour se rendre sur les lieux. Honda, capitaine de la 2e brigade, se prépare également sur le littoral pour réceptionner la torche titanesque qui se dirige vers la population. On note aussi le retour de Juggernaut, qui possède dorénavant des prothèses à son bras et à sa jambe, perdues lors de son combat dans les souterrains. Même Kurono est là sous ordre de son patron Oguro. Juggernaut se met en position pour faire feu sur la torche géante, mais Shinra encaisse son tir au dernier moment, puis tombe à l'eau. Kurono saute à l'eau pour le sauver, toujours sous ordre d'Oguro, pendant que Scop explique à Juggernaut qu'il ne faut surtout pas détruire le pilier sous peine de provoquer l'irruption du magma, dissimulé sous le pilier. Ça serait une véritable catastrophe si le volcan entrait en éruption pour la population. C'est pourquoi Shinra s'est interposé face au tir de Juggernaut. Ogun et Karin, 2 membres de la 4e brigade, arrivent en renfort. Leur capitaine Pan s'occupe d'accompagner les réfugiés en lieu sûr. Pendant ce temps, Ogun se charge de la torche géante étant en plein milieu de l'océan. Il est l'un des seuls à pouvoir l'affronter grâce à son skateboard. Il bénéficie du boost de son capitaine ainsi que du bouclier de Karin pour le rendre plus efficace. Scop lui crie de focaliser son attaque sur le bras gauche de la torche. Avec l'aide de Juggernaut, les deux parviennent à créer une incroyable attaque qui détruit le bras de la torche. Kurono n'est pas en reste puisqu'il utilise toutes les fissures causées grâce à Juggernaut pour laisser propager ses flammes et endommager sévèrement la torche. Fairy, membre de la division du Grand Cataclysme, débarque à son tour, histoire de kidnapper Shinra. Il possède un pouvoir de 3e génération, il peut jouer sur la chaleur de ses atomes dans le but de varier leur masse. Dès lors, il peut s'amuser à jouer sur la gravité et expulser les individus qui se dirigent vers lui. Avec l'aide d'Aro, Sho arrive à sa hauteur et finit par le trancher en deux, mais il n'a pas la sensation de l'avoir transpercé, comme s'il n'avait traversé en réalité que de l'air. Lors de son combat, Ogun perçoit Shinra qui flotte dans les airs. Il se dirige vers lui pour aller le sauver, mais se rend compte que son jeune frère le prend avec lui, puis le dépose sur la rive avant de s'éclipser. Kurono, quant à lui, finit par se débarrasser de la torche géante en employant sa gigantesque épée. On retrouve enfin Shinra, mais dans son rêve, il est toujours dans les vapes suite à l'attaque de Juggernaut encaissée. Mais il s'est connecté via l'Adora Link à Inka.
Étant capable de voir l'avenir, Shinra lui demande comment les choses vont se dérouler, mais elle ne peut voir que ce qui est garanti. Donc à l'instant T, elle ne peut rien pour lui. Par contre, ce qu'elle lui propose, c'est d'utiliser sa vitesse supersonique pour atteindre la vitesse supraluminique, de façon à remonter le temps pour observer comment s'est produit le premier grand cataclysme. Shinra, surpris de cette idée, se laisse tenter, et les deux découvrent avec stupeur leur monde tel qu'il était avant l'arrivée du premier cataclysme. Soudain, Shinra se réveille. Il se voit attaché au lit, au sein de la 8e brigade, où il apprend que 5 piliers sont désormais apparus. 3 mois se sont écoulés depuis l'apparition du premier grand pilier au sein de l'océan, et le moins que l'on puisse dire, c'est que durant ces 3 mois, Shinra était méconnaissable. Tous ont eu beaucoup de mal à le gérer et le canaliser, et le premier à s'en être aperçu qu'il n'était plus le même, c'est Arthur. Il a compris qu'il s'agissait de son doppelganger, sa version provenant de l'Adora. Il est même venu à agresser Iris, laquelle d'ailleurs vient le saluer. Elle souhaite lui parler en tête à tête, car elle aussi de son côté sent que quelque chose a changé. Déjà depuis l'apparition des piliers, la combustion humaine spontanée est de plus en plus fréquente, et le pouvoir des 2e et 3e générations est plus puissante. Sûrement dû au fait que le grand cataclysme se rapproche. Iris elle-même peut créer une petite flamme maintenant, ce qui fait d'elle une 3e génération. Shinra n'arrête pas de penser à son rêve qu'il a fait, lorsqu'il a aperçu Nika, et ce qui est étrange, c'est que Benimaru a également fait un rêve ainsi que Joker, où ils aperçoivent respectivement un doppelganger. La première brigade dispose d'un nouveau capitaine, Lee. Leur secteur est de plus en plus occupé par l'apparition de torches humaines, et à côté de ça, il y a l'apparition d'un démon, ou devrais-je plutôt dire, du doppelganger du maître de Benimaru. Alors accompagné de Karim, Onyango, ainsi qu'une nouvelle nommée Konyango, il remarque que le démon apparu se dirige directement vers Asakusa. Et ce n'est pas l'unique mauvaise nouvelle, puisqu'un 6e et 7e pilier viennent d'apparaître. C'est un scénario catastrophique qui est en train de se dessiner. Le 7e pilier apparaît près d'Asakusa, au port de Sumida. Le capitaine Obi décide alors de s'en charger avec son équipe. Mais lorsque Benimaru apprend de Konro que le démon apparu pour le défendre n'est autre que son maître, il décide de s'en charger personnellement. Pour la torche qui défend le 6e pilier, c'est comme à leur habitude, la 2e brigade qui s'en charge accompagnée de Kurono. Benimaru arrive au 7e pilier et ne rêve pas, il s'agit bien là du doppelganger de son maître, Shinmon Ibashi. Ce dernier est revenu des enfers pour le voir enfin sortir un Bonishirin. Une technique très puissante dont Benimaru a toujours eu du mal dans le passé lors de son apprentissage. Malgré ça, son maître croit toujours en lui et sait qu'il réussira à porter les responsabilités de la ville d'Asakusa à son tour. Un jour, Ibashi Shinmon a dû tuer une mère de famille s'étant transformée en torche humaine. Alors son fils, pris d'une colère noire envers Ibashi, s'est rué sur lui pour le poignarder par derrière. De retour au présent, Benimaru compte bien montrer à son maître son véritable Nichirin Akatsuki, la lune baignée dans un profond soleil. Face à cette puissance destructrice, Ibashi ne peut rien faire, mais est heureux de voir que son élève est digne de prendre la relève sur Asakusa. La férocité de leur combat a semble-t-il accéléré la fusion de la Terre avec l'Adora, laissant apparaître la lune d'Adora. Nous retrouvons également Sho en compagnie d'Aro qui se rendent au bureau régional de Shinjuku pour voler le registre concernant sa famille afin d'en apprendre un peu plus sur ses parents. Ils découvrent que sa mère s'appelle Marie, mais aucune information sur l'identité de son père n'y s'y trouve. Ils se rendent alors à l'hôpital où il est né pour trouver un indice, mais là non plus rien. Alors Aro lui propose d'aller voir au centre communautaire de Shinjuku, là où ils ont vécu. Il y rencontre l'homme qui a rédigé les publications à l'époque, et il se souvient très bien de la famille de Kusakabe. La mère a donné naissance à 2 fils, mais l'église du Saint-Soleil a fait pression pour ne pas divulguer davantage d'informations sur cette naissance. Cela donne une piste à Sho. L'église se cache là-dessous, mais à peine se lève-t-il que l'Adora Link se manifeste et le met en relation avec sa mère. Il visualise alors les souvenirs de sa mère, mettant au monde Shinra, puis lui-même. Une légende raconte qu'un enfant né d'une conception virginale est signe qu'il deviendra un héros. Marie, sa mère, croit alors depuis ce jour à cette légende et voit en Shinra le héros qui sauvera le monde dans un avenir pas si lointain. Le 8e et dernier pilier apparaît. Comme à leur habitude, la 2e brigade se charge du Titan, tandis que la 4e s'occupe de l'évacuation des civils, mais l'attaque du capitaine Honda ne fonctionne pas. Le démon qui est apparu cette fois pour défendre ce pilier se trouve être Raffles 1. La 8e brigade arrive pour venir en renfort, Shinra fonce sur Raffles 1 pour s'en occuper, tandis que la 4e brigade met en place un système de protection sur toute la baie pour contrer les tirs du Titan. Ferry, l'un des membres du groupe d'exécution du grand cataclysme, met des bâtons dans les roues de Shinra en déstabilisant sa gravité. Et qui dit Ferry, dit maintenant l'intervention de Sho, petit frère de Shinra. Il apprend à Shinra que le cataclysme est une explosion des idées des êtres humains.
S'il peut donner de l'espoir à ces derniers, cela permettrait d'altérer le processus et de réprimer l'apparition du grand cataclysme. Le démon Raffles invoque 8 démons pour l'assister, mais Shinra en vient à bout grâce à son attaque qui atteint facilement la vitesse de la lumière désormais. Il terrasse de la même façon Raffles 1, mais cet acte a priori banal a des conséquences très importantes, car le peuple, voyant cela, considère Shinra comme la personne venant de tuer Raffles 1, celui qui a permis la création d'Amaterasu. Il est insulté de démons et aussitôt le corps de Shinra disparaît des radars. Pareil pour Iris ainsi que Sho. Le pays est plongé dans le noir en raison d'une coupure de courant dont Licht explique très simplement. Le premier pilier placé dans Amaterasu n'a plus d'énergie et il y a de fortes chances que les piliers disparus soient envoyés sur place. La 8ème brigade décide de s'y rendre au plus vite sous les conseils d'Aro qui souhaite les accompagner. Elle est la protectrice de Sho après tout. Ogun, apercevant facilement la matchbox de la 8ème, fonce vers eux et apprend la situation. Une fois arrivé à Amaterasu, pas de doute possible pour Vulcan, le docteur Giovanni a tout fait pour s'approprier la clé d'Amaterasu, c'est bien qu'il compte s'en servir. Vulcan pénètre alors à l'intérieur en compagnie de Risa et de Yu qui l'a fait venir en amont. Quant aux autres, ils se préparent à faire face à des ennemis redoutables qui ne tardent pas à arriver. Reietsu, la capitaine des chevaliers de la nuée violâtre, accompagnée de ses torches humaines. Sharon ou encore Dragon. Maki et Tamaki se chargent des torches classiques on va dire, tandis qu'Aro et le commandant Inawa s'occupent des torches géantes. Sharon, voyant Aro se rebeller, lui fonce dessus mais prend un violent coup de la part d'Ogun. Un duel au sommet se met alors en place entre Sharon, qui veut tout faire pour libérer Omea de son fardeau d'entendre les voix de l'humanité depuis toute petite, face à Ogun qui compte bien remplir son rôle de pompier en éliminant toute menace. Le combat s'annonce très difficile malgré la puissance d'Ogun, car face à Sharon qui maîtrise parfaitement sa capacité à emmagasiner de la puissance pour la rejeter ensuite en contre, cela s'annonce quand même être une tâche ardue. Ogun se fait complètement laver, éclater, enchaîner et ne peut rien faire. Sharon est vraiment plus fort que lui, mais la Fire Force sait travailler en équipe et le commandant Inawa profite de ce moment où Sharon est concentré sur Ogun pour lui tirer dessus et le blesser. À l'intérieur de l'Amaterasu, Vulcan, Risa et Yu finissent par arriver devant la porte qui mène vers le premier pilier. À peine ils parviennent à ouvrir la porte que le docteur Giovanni surgit derrière eux. Découvrant qu'il se sert d'insectes pour esquiver et attaquer, Vulcan a l'idée de perturber le champ magnétique environnant grâce à la capacité de Risa, afin que Giovanni ne soit plus capable de contrôler les insectes. Cela fonctionne parfaitement, mais juste un temps. Giovanni réussit à rassembler les insectes à nouveau et pire que ça, le jeune Yu se fait avoir par un insecte. Entendant ces cris de douleur de l'extérieur, le commandant Inawa fonce pour aller voir ce qui se passe. Mais Sharon s'interpose et se pose en rempart devant la porte d'entrée. Inawa utilise ses canons pour lui tirer dessus, mais Sharon tient bon. Giovanni, qui est parvenu à rassembler les insectes, laisse penser à Licht qu'il les contrôle grâce à une autre méthode que le champ magnétique. Il existe bien une danse réalisée par les abeilles qui permet de contrôler leur déplacement et c'est ce qui va débloquer la situation. Grâce à son masque, Vulcan perçoit 7 insectes bioniques qui effectivement dirigent les autres insectes. Il donne son masque à Risa pour qu'elle s'occupe de les détruire, puis met fin, une bonne fois pour toutes, au docteur Giovanni. En se retournant, ils observent que la porte est ouverte. À l'intérieur, ils y trouvent Yu, dont le corps est possédé par le docteur Giovanni, qui s'apprête à ouvrir l'Amaterasu avec la clé. Sharon, qui garde toujours la porte d'entrée, atteint sa limite en ce qui concerne l'absorption d'énergie. Il compte bien laisser un petit souvenir à la Fire Force en propulsant toute cette énergie sur eux, avant de rendre son dernier souffle. Maki réussit à maintenir cette énergie, permettant à Inawa de la rediriger vers Dragon pour en finir avec lui. Car Dragon en ce moment même fait face à Arthur. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'Amaterasu, la clé vient d'être enclenchée, faisant apparaître un énorme œil au-dessus de la planète, annonçant le début de la fusion entre l'Adora et le monde que l'on connaît. Le monde de la perception et la réalité ne font plus qu'un, plongeant la Terre dans les flammes de l'enfer. Mais ces flammes sont dues aux émotions négatives qu'engendre l'humanité. Que ce soit la folie, la rage, le dégoût, la passivité, la destruction, la peur, l'apathie, tout cela finit par engendrer le désespoir. Cela fait rappeler à Licht que les hommes en blanc ne voulaient surtout pas que Shinra devienne un héros. Est-ce qu'à l'inverse, l'espoir serait la faille du grand cataclysme? Pour Licht, ça expliquerait pourquoi les flammes ont pris de l'ampleur en raison du désespoir que ressent de plus en plus la population. Le capitaine Obi demande alors à Vulcan de contacter les autres brigades pour qu'ils puissent leur transmettre un message. Bien que cela puisse être absurde, il leur demande de garder espoir dans le but de réduire l'intensité des flammes. Des doppelgangers surgissent à nouveau, aussi bien Age, l'ancien capitaine de la 4ème division, ou encore Reka, ex-commandant de la 1ère brigade. Un autre gros problème arrive, Dragon.
Comme je l'ai mentionné plus tôt, il fait face à Arthur, et ce dernier compte bien prendre sa revanche en déployant sa nouvelle épée forgée par Vulcan, le forgeron légendaire. Bien qu'il soit beaucoup plus fort, Dragon ne ressent absolument rien de ses attaques. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, le commandant Inawa a redirigé l'énorme boule d'énergie envoyée par Sharon en direction de Dragon. Celui-ci se voit propulsé jusqu'à la lune, mais compte bien revenir pour terminer son combat face à Arthur. En parlant de lui, il demande à Vulcan de l'amener au QG de la 8ème brigade. Il sait comment parvenir à manier parfaitement l'Excalibur, il doit terminer une quête qu'il a mis de côté depuis bien trop longtemps. Il doit venir à bout du jeu Dragon Questions sur sa Super Nintendo pour parvenir à triompher du dragon. Il parvient à vaincre un boss qui ressemble étrangement à la victoire du capitaine Parn sur Hage, l'ex-capitaine, comme si le jeu auquel joue Arthur avait une incidence directe sur le déroulement des combats de nos amis. Le même scénario se produit pour le combat opposant le doppelganger de Rekka face à Karim. Ce dernier réussit à le vaincre en le gelant complètement. Il ne reste plus qu'à Arthur à se rendre au sein du château du Seigneur Dragon, mais arrivé à ce moment fatidique, Arthur fait une pause, il sent que ses préparatifs sont prêts. Il amène Vulcan là où se trouve Yu, puis détruit le corps de Giovanni qui avait trouvé refuge dans le cerveau de Yu. Il est désormais hors de danger, Arthur peut pleinement se concentrer sur son combat à venir, celui face à Dragon. Cette fois, il compte bien en finir avec lui. Il plonge dans les nuages remplis de foudre pour canaliser l'électricité dans son épée, puis tranche Dragon pour la première fois. Enfin, Dragon voit une lueur d'espoir en Arthur, celle d'un adversaire redoutable pouvant l'amener à se battre sérieusement. Arthur enchaîne les attaques touchant Dragon, amenant ce dernier à passer au niveau au-dessus en prenant une nouvelle forme. À cet instant, Arthur a du mal à suivre sa vitesse. Il est même propulsé en dehors de la surface terrestre et atterrit sur la Lune. Ne me posez pas de questions pourquoi Arthur ne meurt pas une fois sur la Lune, ça fait partie du charme de ce personnage. Arthur remarque toutefois qu'il ne peut plus respirer, et s'écroule au sol, impossible pour lui de poursuivre ce combat. Dragon est déçu mais ne compte pas l'aider pour autant. C'est alors qu'Arthur enfile l'anneau stellaire, celui qu'a fabriqué Vulcan. Grâce à lui, il peut désormais respirer normalement et combattre Dragon. Il encaisse ses attaques surpuissantes qui semblent décidément invincibles. Mais Arthur parvient à contre-attaquer et à détruire une partie de son armure. Lors d'une attaque simultanée, Arthur transperce le torse de Dragon, mais se fait à son tour empaler par ses griffes. Dragon poursuit l'échange, Arthur a tout juste le temps de parer son coup, puis l'instant d'après, Dragon charge une attaque dans sa bouche et propulse son énergie sur Arthur qui l'esquive de justesse, et parvient ensuite à couper l'un des bras de Dragon. Une attaque ultime de la part de nos deux combattants arrive. Arthur utilise son dernier électroflash qui vient couper la planète en deux depuis la Lune, tandis qu'il prend de plein fouet le souffle de Dragon qui lui coupe le corps en deux. Cette attaque d'Arthur a redonné l'espoir à Dragon avant qu'il ne quitte définitivement ce monde en poussière. Non seulement elle a donné la victoire à Arthur, mais elle a permis de repousser les flammes du grand cataclysme. Arthur vient de redonner de l'espoir aux gens. Maintenant que sa mission est accomplie, il demande à Shinra de bouger son cul à son tour avant d'errer éternellement dans l'espace. Shinra a bien entendu son appel, il détruit le pilier dans lequel il est enfermé et sort enfin de son sommeil. N'acceptant pas la défaite de Dragon face à Arthur, Ferry fait tomber la Lune sur la Terre pour faire renaître le désespoir chez le peuple. C'est alors que surgit à une vitesse incroyable Shinra lui-même. Il arrête la descente de la Lune d'un simple coup de pied. Sho, qui s'est lui aussi libéré de son pilier, vient pour en terminer avec Ferry. Voyant qu'il n'est pas de taille face à lui, Ferry se suicide, ainsi que tous les membres de la section du Grand Cataclysme, pour donner naissance aux doppelgangers les plus puissants de Tokyo. Dragon est vaincu, la Lune est arrêtée, mais il leur faut désormais vaincre les doppelgangers apparus. Je vous présente le doppelganger de Kurono. Il s'en prend violemment à Nataku qui pense retrouver le vrai Kurono qu'il connaît, mais rapidement il remarque que son sourire ne correspond pas du tout à son Kurono. D'ailleurs, en parlant de lui, le voilà qui arrive. Il réussit à se débarrasser de son doppelganger plutôt facilement, et un de moins. Voilà dorénavant Asso qui arrive, rappelez-vous le mec qui perd à chaque fois face à Tamaki car elle se dessape devant lui. Sauf que pour cette fois il s'agit de son doppelganger. Si la maladresse de Tamaki ne parvient pas à le vaincre, il va être un adversaire très compliqué pour nos amis. Juggernaut arrive à la rescousse pour protéger sa bien-aimée Tamaki, le capitaine Obi et Maki s'occupent d'occuper le doppelganger d'Asso, tandis qu'Inawa les couvre à distance. Mais le plan est vite mis à l'eau par le doppelganger qui les met tous KO en un coup. Même Tamaki ainsi que Juggernaut finissent au sol. Il faut miser sur le véritable Asso qui arrive pour mettre fin à cette supercherie. Il déclare avoir accepté le sex appeal comme une qualité grâce à Tamaki et commence son combat face à son doppelganger. À force de promener devant tout le monde qu'exhiber son corps est une source d'espoir pour l'humanité, les gens présents devant leur combat commencent tous à se dessaper ainsi que les membres de la 8ème brigade.
Cette euphorie fait peu à peu reculer le doppelganger qui se fait terminer par Tamaki elle-même qui lui tombe dessus en sous-vêtements pour lui porter le coup de grâce. Encore un doppelganger vaincu. On n'a pas le temps, les combats s'enchaînent, c'est la fin du manga donc on part du côté de Joker qui fait face à son doppelganger. Il se fait dominer car je rappelle que le doppelganger apparaît avec l'image dont se fait la majorité des gens sur la personne. Donc en clair ici, la majorité pense que Joker est un monstre de puissance, c'est la raison pour laquelle il galère tant face à lui. Il est coincé contre le mur, à court de solutions, c'est un invité surprise qui le sort de cette galère, le capitaine Barnes en personne vient transpercer le doppelganger de Joker. Il s'agit bien du véritable Barnes qui a fusionné avec son doppelganger à l'Adora, tout en conservant sa conscience. Le patron de Kurono l'oblige à continuer de venir en aide aux incidents qui surviennent à cause des doppelgangers. Il tombe nez à nez face au plus puissant d'entre eux potentiellement, celui de Benimaru. Il ne peut rien faire face à lui, il peut détruire ses armes invoquées à l'aide de sa fumée, et justement, supprimer également sa fumée dans laquelle il se dissimule pour attaquer par surprise. Heureusement pour lui, le véritable Benimaru ne tarde pas à pointer le bout de son nez et à prendre le relais face à son doppelganger. Le doppelganger invoque un Nichirin qui recouvre toute la planète, de quoi inquiéter le peuple d'Asakusa, mais en une fraction de seconde, Benimaru supprime son doppelganger. À croire que les gens imaginent Benimaru bien moins fort qu'il ne l'est en réalité. Tous les doppelgangers sont désormais supprimés, reste plus qu'à Shinra et Sho de se charger du grand prédicateur. Ils pénètrent à l'intérieur de l'Adora et font face à Omea, celle qui depuis enfant entendait l'inconscient collectif humain en plus des révélations divines est sur le point de retirer sa couronne. Elle met fin à la vie d'Inka et de Sumire pour leur apporter le salut qu'elle mérite. Le grand prédicateur apparaît dans son dos. Sho explique qu'il est la matérialisation de l'inconscient de l'humanité, de tous les désirs de l'être humain. Elle qui a dû endurer toutes ces années l'inconscient collectif, cela l'a transformée peu à peu, la faisant passer de jeune sainte aimante à une fille tyrannique qui ne souhaite désormais plus qu'une chose, le désespoir pour l'humanité tout entière afin de leur accorder le seul salut possible, la mort. Apercevant Iris transpercée par un pic, Shinra commence à sentir la colère l'envahir. Son frère Sho est là pour le calmer et le ressaisir, car s'il sombre dans la folie, l'humanité court à sa perte. Ils attaquent ensuite simultanément Omea, mais leur coup ne la touche pas. Elle a absorbé le pouvoir d'Inka et de Sumire lorsqu'elle leur a apporté le salut. Malgré leur tentative qui échoue à plusieurs reprises, Shinra ne compte pas abandonner, mais sans même s'en rendre compte, Omea le transperce à la poitrine afin de relancer le désespoir de l'humanité qui va perdre son héros. Mais Shinra se relève, le trou rebouché par un serpent de feu, celui du capitaine Wang de la 6ème brigade, qu'il avait soigné lorsqu'il s'était fait transpercer par son frère Sho. Elle lui donne sa vie en échange car elle ne peut supporter les flammes de l'Adora Burst qui la consument. Néanmoins, un événement va grandement accélérer la venue du grand cataclysme. Le doppelganger du capitaine Obi apparaît derrière Obi lui-même et lui tranche la gorge. Shinra, voyant ces images, ne parvient pas cette fois à contrôler sa rage et entraîne avec lui le désespoir de l'humanité. La planète se recouvre entièrement de flammes, pas même Benimaru ne peut faire quelque chose contre ça. Il ne reste plus que Sho, Shinra et Omea encore vivants. Désormais Omea se moque de mourir de la main de Shinra, mais un petit bonhomme qu'on a oublié intervient pour le calmer, c'est notre chevalier Arthur. Depuis l'espace, il parvient à le frapper et lui faire reprendre raison quant à sa position de héros et non de démon. On retrouve notre Shinra qui compte bien sauver le monde, tel un héros, quand soudain, sa mère en démon fait son apparition au sein de l'Adora. Elle est en réalité le doppelganger du grand prédicateur et Shinra s'empresse de lui raconter qu'il s'est fait un tas d'amis depuis qu'il est entré au sein de la Fire Force. Pour contrer le désespoir que représente le grand prédicateur, Shinra propose à sa mère et Sho d'unir leurs âmes pour ne faire plus qu'un et apparaître sous Shinra Banshoman. Omea ne parvient pas à comprendre d'où lui vient cet espoir face à cette planète recouverte de flammes. Elle finit par fusionner elle aussi avec le grand prédicateur, donnant à la sainte femme du désespoir. Ses larmes ne cessent de couler, représentant le désespoir de chaque être humain présent sur Terre. En mode Banshoman, Shinra parvient à repousser les flammes de l'Adora, faisant place à la végétation, à la lumière. Il est comme un dieu pouvant créer ce qu'il imagine. Il contre la lumière du désespoir d'Omea pour laisser place à une nouvelle civilisation où même les bâtiments sont de travers. Pour cela, Shinra a remonté le temps un nombre incalculable de fois. Il transforme les larmes d'Omea en nouvelles âmes. Tout le monde revient à la vie, que ce soit le maître de Benimaru, Reka, les sœurs du couvent, vraiment tout le monde. Mais Omea ne voit pas en quoi le souci est résolu. Tant qu'il y a la vie, l'être humain aura toujours peur de la mort, mais Shinra lui certifie qu'il a modifié ce dernier point. Il a diminué la valeur de la vie en gardant la trace de leur mort pour qu'ils soient moins effrayés par elle.
Omea n'est pas convaincue jusqu'à ce qu'elle entende la voix de Sharon qui ne souhaite qu'une chose, la revoir sourire. En acceptant ce monde créé par Shinra, Omea se débarrasse définitivement du désespoir de l'humanité, mais il est toujours présent. Shinra, lui, fout un bon coup de pied pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Parmi les piliers, seul Amaterasu et Sumire décident de partir pour l'au-delà. Afin qu'il n'y ait plus de soucis en rapport à Dieu, Shinra s'est chargé de le créer également. Il se charge de prendre avec lui les pouvoirs trop puissants des piliers et met un terme à la combustion humaine spontanée. Plus personne ne bénéficie du pouvoir du feu. Dès lors, la Fire Force n'existe plus, mais certaines âmes ont gardé une puissance supérieure au commun des mortels. C'est le cas d'Akitaru Obi, ex-capitaine de la 8ème brigade, devenu commandant en chef des héros du monde. Benimaru est devenu commandant de combat des héros et Konro vice-commandant. Inawa, Licht, Vulcan, Shinra, Arthur ou encore Ogun, tous font partie des héros du monde. Ils explorent ce nouveau monde que personne ne connaît encore. Seule Inka décide de faire bande à part en étant la sorcière de ce monde qui fait apparaître des créatures jusqu'à ce que Shinra accepte de lui donner sa semence pour qu'elle puisse créer une descendance de héros. Et évidemment, il refuse, il aime trop Iris pour ça. D'ailleurs, en parlant d'amour, Omea et Sharon se marient, puis pouf, 25 ans se sont écoulés. Shinra est devenu le commandant suprême de la World Heroes Force. On sait que Shinra a eu des enfants, mais pas avec qui clairement. De plus, des années plus tard, le manga fait le pont avec l'univers de Soul Eater, où l'on voit l'apparition de deux garçons prometteurs, Kid et Blackstar. L'histoire de Fire Force est racontée dans un livre par les parents de Maka, l'héroïne de Soul Eater, manga qui précède celui de Fire Force.